Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce deuxième épisode de Sans Plug. Wesh l'équipe. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Comment ça va les gars? Bah ça va super, aussi excité que pour le premier je pense, et vous? Plus excité même en vérité. Hein. Moi ouais aussi, j'en peux plus. Le niveau d'excitation monte? Faut qu'on parle de basket là. Ça monte. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué dans cette semaine de NBA, Arthur? T'as retenu quelque chose en particulier? Si je dois parler d'une actualité qui m'a happé et qui m'a surtout fait plaisir, je me sens obligé de parler de l'évolution de Jason Tatum quant à son retour sur les cours NBA, sur les parquets même devrais-je dire. On a entendu qu'il avait repris les scrimmages, à comprendre donc les entraînements et les affrontements en 5 contre 5. Donc je pense que Jason Tatum est complètement prêt à faire son retour en NBA, alors que ça fait seulement... Pas encore complètement prêt. Bah, s'il a repris les scrimmages, c'est imminent. À mon avis, dans 3 semaines, on l'a vu faire un match. Ouais. Donc il va avoir un petit mois avant les playoffs. Et je suis très très curieux. On pourra en reparler dans de prochaines émissions. Mais si Jason Tatum revient dans un rôle qui lui est bien attitré dans cette équipe-là des Celtics, moi je demande à voir. Louis, qu'est-ce qui t'a marqué cette semaine en NBA? Moi, c'est une news un peu plus légère que j'ai vue hier et qui m'a beaucoup fait rire. C'est par rapport à DeAndre Ayton. Au-delà du côté Clint Capella que vous avez tous vu ici, c'est le côté du staff des Lakers qui met un petit mot sur sa boisson pour Unleash the Beast. Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça aussi catastrophique que génial. Ouais. Genre le staff des Lakers met une étiquette sur la boisson. Exactement. Pour le garder libérer motivé. la bête. C'est une catastrophe en vrai. Mais c'est génial en même temps. C'est ce que je viens de dire en fait. Et toi, il y a un truc qui t'a marqué? Bah, moi, ça fait écho à ce que tu viens de dire. C'est juste DeAndre Ayton finalement qui veut nous faire croire qu'il n'est pas Clint Capella, alors qu'en vérité Clint Capella était meilleur que lui. Si seulement il était Clint Capella Prime, il serait en train de se battre pour la 2e place à l'Ouest. Et un bisou à la Suisse. Clint Un bisou à tous mes gens de Lausanne. Pourtant Suisse en plus, qui s'est pas gardé de lui dire sur Insta en story, je crois, en lui disant qu'il avait pas le quart de son niveau en gros quoi. Ah ouais, il a répondu? Ouais, il j'avais l'a dit même sur pas vu. Instagram. Ah, j'aime Je sais bien. plus ce qu'il a dit exactement, mais oui, c'est Le bis Capella Ayton. Ouais. Celui-là, fallait mettre une pièce dessus en début de saison. À toutes celles et ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à dire s'il y a quelque chose qui a retenu votre attention dans cette semaine. Bon, sur l'engagement, il veut des commentaires. Parce qu'on a envie de savoir ce qui vous plaît aussi. Non, il veut juste des commentaires. On a envie de savoir. Et donc, dans cet épisode 2, on va essayer de moins se disperser dans le premier épisode parce qu'il était un peu long, mine de rien. Vous avez fait quelques retours en nous disant, les gars, parlez 2 heures, vous forcez emmerdez. pas les gars, au bout d'un moment parler de basket, mais tranquille. Du coup, on va forcément parler des Spurs et des Pistons en marge de la rencontre qu'il y a eu cette semaine et du fait que c'est les deux équipes les plus en forme de NBA, notamment les Spurs. Il y aura un petit passage sur un petit bilan après la trade deadline, savoir ce qui nous plaît ou nous plaît moins dans certaines additions en haut des classements. Et tout de suite, on commence avec un petit tour de l'actualité pour nos Frenchies préférés dans la Grande Ligue. Cocorico. C'est l'heure des Français. C'est l'heure des Français. Let's go les gars, il était bien. Super. Et donc pour cette revue d'actualité, j'avais envie de commencer avec les bonnes nouvelles, et notamment cette bonne nouvelle qui nous vient tout droit de l'Oregon. Sidi Sissoko qui a vu les Blazers lui faire un contrat de 2 ans. Mérité de ouf après la saison. Complètement mérité. Il était arrivé sur les 50 matchs joués avec le two-way contract qui l'autorise à jouer que 50 matchs. Il avait fait les 50. Donc ils lui ont offert. Ils ont fait la place même du coup parce qu'il n'y a pas de place dans le roster et je crois qu'ils enlèvent quelqu'un pour lui faire la place, donc c'est significatif quand même. Il remplace juste Ryan Rupert pour le côté. Là t'es en train de tuer mes transitions, mais il n'y a pas de galère. My bad. Il n'y a pas de souci. En 50 matchs, Sidi Sissoko il pose pas des stats ronflantes. Il y a 6 points, 2,5 rebonds et 1,5 passes avec une interception. Impact. Mais voilà, ce qui est loué, une montée en température. Ce qui est loué, c'est l'impact sur le terrain, c'est la manière de se rendre précieux. Est-ce que concrètement, vous pensez qu'il a enfin trouvé sa place en NBA dans un rôle défini, Sissoko? En tout cas, je pense qu'à Portland, c'est bien parti pour être le cas, vu qu'ils sont encore en train de voir qui garde pas. On voit bien que tout le monde a un peu sa chance dans ce système-là. Donc pourquoi pas le voir encore à Portland l'année prochaine et voir s'il s'installe vraiment, et on pourra se prononcer à ce moment-là. Mais en tout cas, c'est très encourageant pour la suite et je pense qu'on va le revoir avoir du temps de jeu en fin de saison, évidemment, et l'année prochaine. Je pense que c'est cool pour lui, sans vouloir trop paraphraser Louis, mais d'être dans cet environnement-là, avec pas trop d'attendus non plus maintenant à l'instant T.
il peut encore progresser parce qu'il est jeune, et là maintenant qu'il a un rôle qui est trouvé, où en fait on lui demande de rentrer ses shoots et de défendre surtout énormément, et de se battre sur les ballons, et d'apporter vraiment de l'énergie là où il faut. Porter la balle un peu aussi quand Porter même. la balle aussi, ouais, c'est vrai qu'il le fait, et que c'était pas nécessairement là où on l'attendait le plus, mais ouais, je pense qu'il j'ai envie de me projeter et de dire d'ores et déjà oui, il a trouvé sa place en NBA, et qu'il va nous faire au moins quelques petites saisons à Portland. Enfin après on sait pas de quoi il fait la NBA, peut-être qu'il sera trade, mais je pense que c'est bon, il a trouvé son rôle, et si continue d'évoluer et qu'il régresse pas, je vois pas pourquoi il aurait pas ces 12 à 15 minutes par match. Surtout qu'il est plus sur 22-24 minutes par match. Oui, là actuellement, mais je me dis genre saison. de jamais partir en dessous, tu vois, de pas être évincé d'un roster, et au final tu sais pas pour quelle raison le gars repart en G-League, parce qu'il y a beaucoup de Français qui Oui, c'est parti pour Sidi Sissoko en NBA. Voilà. Moi, je pense parce qu'il a quand même bien seul pour se faire sa place, alors Clairement. que c'était quand même vraiment pas donné vu la trajectoire de carrière, donc un grand coup de chapeau à lui. C'est très bien dit. Et comme Arthur l'a dit, malheureusement, c'est Ryan Rupert qui a été évincé de l'effectif des Blazers pour laisser la place à Sidi Sissoko. Mais il a rebondi à Memphis, qui vient de lui offrir un contrat de 10 jours. Donc il a joué 2 matchs avec les Grizzlies, mais en 2 matchs, il a posé quand même en moyenne, si on prend les 2 matchs, 9 points, 6 rebonds, 1 passe, 2 interceptions. Dans 2 défaites, mais... il se montre prêt, quoi. Exactement. Est-ce qu'on va revoir Ryan Rupert en NBA la saison prochaine, tu penses, Louis ? C'est une bonne question. C'est plus délicat d'y répondre. J'ai envie de te dire que oui, peut-être un two-way contract, comme ça il fait ses pieds en G-League en même temps. À Memphis ou ailleurs, ça on n'en sait rien, et j'ai envie de te dire peu importe. J'ai quand même envie d'y croire. Je pense que le two-way contract il peut le choper, parce qu'il montre que quand on fait appel à lui, il est plutôt bon, et à Portland c'était pas non plus une cata, quoi. Juste il a pas eu beaucoup sa chance, sans dire qu'il a devenu un titulaire quelque part, tu vois, mais je pense que c'est un mec qui a des qualités et qui est NBA ready rien que physiquement, quoi. Ouais. Là il arrive à Memphis en 2 matchs, il joue 25 minutes par match. Il y a 21 ans, hein. Ouais, tout ça dans un marasme collectif en plus, où tu peux très rapidement tirer ta pierre du jeu. Je sais pas tirer si on ta dit ça pierre comme du ça. Ok. C'est vraiment des expressions. soit la pierre de l'édifice, soit la carte du jeu, hein, mais la pierre. Mais toi, qu'est-ce que ça t'inspire, cette bouffée d'air frais pour Ryan Rupert à Memphis, Arthur ? J'espère pour lui qu'il va réussir à tirer sa pierre du jeu à Memphis, parce que je serais peut-être un petit peu plus pessimiste si jamais il y arrive pas, parce que oui, il y a le marasme qui fait que du coup c'est compliqué t'as plus de responsabilités, donc t'as un peu le revers de la médaille où c'est chiant parce que t'es pas dans un effectif qui marche bien, mais en même temps, si en étant Ryan Rupert, t'arrives pas à choper un contrat à Memphis où il y a personne, alors que t'as un profil, comme tu l'as dit, hyper NBA ready, où tu sais défendre, tu sais mettre des points, tu sais un peu tout faire sur un terrain, j'ai du mal à voir quelle autre franchise NBA pourrait aller donner un contrat à ce mec, ou alors ce serait sur la base, comme l'a dit Louis, encore une fois d'un two-way où t'alternes entre G-League et NBA, mais je demande encore à voir, parce qu'il y a le temps en vrai pour ce gars-là. Je pense que c'est ce à quoi il faut s'attendre pour Rupert, un two-way malgré tout, tu vois. Oui, dans tous les cas, il va pas aller choper son ils vont pas lui passer 10 millions sur 2 ans maintenant, Memphis, mais j'attends de voir un peu à la fin du 10 day. J'espère juste pour lui que ça va pas être monnaie d'échange qui bouge dans des fins de trade, dans des bouts de trade qui fait que bouger de franchise en franchise et qui arrive jamais à s'installer. Parce que ça peut vite devenir ça. Ou ça peut vite devenir un mec dans l'antichambre en G-League que plus personne calcule. Ouais, non, c'est compliqué. Attendons de voir. Mais en tout cas, là, on a quand même 2 matchs qui sont très encourageants à Memphis. Donc, keep going, Ryan. Ouais. On est derrière toi. Ça peut être un Sidi Sissoko-like, dans le côté seul sa place en NBA et tout. Parce que Sidi a beaucoup bougé et beaucoup été tradé aussi, mine de rien. Bah ouais, il a fait les Spurs, il a fait tout, non les Blazers. Il s'est fait cut, il me semble, avant de signer aux Blazers. Peut-être que j'ai de la merde, mais... En tout cas, il a vraiment trouvé un point où ça veut de lui et où tu te retrouves avec un rôle défini, ce qui, je pense, est super important aujourd'hui. Quand t'as un joueur qui expose pas tout dès tes premières saisons, de vite rentrer dans un rôle, mine de rien, pour faire une longue carrière. Le dernier rayon de soleil de cette revue d'actualité des Français, c'est quand même Johan Beringer. Première titularisation en NBA cette semaine à Minnesota. Rudy Gobert était suspendu. Chris Finch a préféré laisser Nasrid en sortie de banc et donc faire venir Johan en titulaire. Il y a eu une défaite contre les Sixers, mais globalement, on sent que c'est un mec qui il a 19 ans, intégré dans le fonctionnement d'une franchise NBA. Ça peut aller très vite, mais t'as Anthony Edwards qui passe son temps à le féliciter.
On a vu des images à l'entraînement de 1 contre 1 entre lui et Anthony Edwards. Est-ce que c'est pas si on laisse de côté Alex Sarr et Wemby qui sont un peu des cas particuliers, est-ce que c'est pas le français qui s'est le mieux intégré en NBA là sur les dernières drafts finalement? J'aime bien ta question, ouais. Elle est super bien choisie et je suis assez d'accord avec toi au final parce que parmi les hauts choix de draft qu'on a eu ces dernières années, c'est peut-être celui qui inspire le plus confiance au final, avec Nolan Traoré quand même qui s'installe aussi à Brooklyn et où c'est très encourageant sa deuxième partie de saison. Mais je comprends ce que tu veux dire et je suis assez d'accord. Franchement, Johan Bérenger, pareil, il a quand même pas baissé les bras alors que c'était compliqué au début au niveau du temps de jeu et de se faire sa place. Malgré tout, Chris Finch compte sur lui. Lui, il s'est toujours montré prêt à l'entraînement pour avoir sa chance en tant que titulaire, je pense. Donc non, je suis assez d'accord avec toi. Au final, je pense que j'ai envie de dire oui à ta question. Waouh, c'est dur. Hâte de voir s'il va être utilisé en play-off. En tout cas, vraiment, Anthony Edwards qui a dit que dans sa courte carrière, il avait jamais vu de rookie autant bosser et autant se donner à l'entraînement. Bon signe déjà, ça. Ouais, franchement. Je serais pas étonné de le voir avoir ces minutes en play-off. Hein. En energizer un peu là. Complet. Ouais, c'est le profil dont tu as envie. Je pense que pour lui, c'est plus facile. Pour revenir sur la comparaison avec Sissoko et Rupert, le profil de Bérenger, il est quand même différent. C'est plus un vrai 4, plus grand, plus dans la raquette et tout, ouais, 5 pardon, mais genre qui du coup quand il joue parfois à côté de Gobert et tout et un petit peu à côté, mais qui va avoir plus l'impact de choper ses rebonds et défendre sur les intérieurs et je pense que ça aujourd'hui en NBA c'est pour lui un atout pour s'intégrer mieux et avoir plus de place parce que mine de rien des 3&D il y en a, tu vois, et ça bouge beaucoup plus que si Bérenger il fait ses gammes en plus à côté de Gobert, c'est top pour lui, du coup moi j'y crois de ouf, à la fois pour un bon contrat et voire même une bonne carrière, et même pour là tout de suite en playoff, je pense qu'on va avoir des petits moments où il va rentrer, il va choper ses rebonds offensifs, mettre les 4 points et t'es en mode ok, sympa. Ouais. Le mec se tient après quoi. Toi tu répondrais oui à ta propre question? Moi je répondrais oui à ma propre question parce que... On est tous très hype par Johan Bérenger. En fait je pense qu'on n'attendait pas à ce qu'il soit performant aussi vite, vu là il est quand même super jeune, il fait partie des plus jeunes de cette classe de draft mais en fait je pense qu'il est tombé dans le bon environnement comme Arthur l'a dit, à côté de Gobert, pour le profil qu'il a, c'est parfait. Et au final il remplit ses missions à merveille, il catch les lobes super bien en plus, il est très athlétique, il monte très vite. Ouais, franchement première saison plus qu'encourageante et très hâte de voir dans l'ombre un peu en plus de Wemby, Sarr et Reno. Très hâte de voir la trajectoire de carrière de Johan Bérenger. Je suis d'accord avec toi. Et à voir comment le futur coach des Wolves va l'utiliser, parce que je pense pas que Chris Finch sera là l'année prochaine. Faut espérer pour les Wolves en tout cas. Ouais. Petit rappel pour l'anecdote, Johan Bérenger ne commence le basket qu'en 2021. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. À la base, c'était un footeux et tout, et qui a arrêté parce qu'il y avait plus de crampons à sa pointure, c'est etc. Vrai ouais. C'est fou ça. J'avais pas là, ça c'est fou. Et du coup, c'est ce qu'il avait dit dans une interview, je sais pas à quel point c'est maxé pour le storytelling, mais du coup, il a commencé le basket en 2021, quoi. Donc on parle d'un gars qui là est en train d'avoir une carrière NBA, le début d'une carrière NBA, alors qu'à la base lui c'était le foot qui kiffait. Ouais. Donc croyons en vos t'as rêves. bien fait de lâcher le foot mon gars. Il y en a des pivots comme ça, mine de rien. Embiid c'était pareil, il me semble qu'il a commencé tard le basket et au final c'est devenu une superstar, quoi. Pascal Siakam aussi a commencé très tard. Moralité de l'histoire, faites plus de 2m10 et en vrai normalement vous avez plus d'avantages. Si t'as commencé le basket à 7 ans, arrête. On va passer de l'autre côté, sur des nouvelles qui m'ont un peu plus déçu et qui ont un peu plus déçu pour les Frenchies en NBA. Et le premier nom qui revient encore inlassablement, il veut pas lâcher, c'est Killian Hayes. Killian Hayes qui était tranquillement dans Angé-League chez les Cavs, l'équipe des Cavs qui s'appelle déjà Cleveland Charge. Les Cleveland Charge, qui posaient des stats, ma foi, assez sympas. C'était encourageant. Il y avait 22 points, 4 rebonds, près de 9 passes, le tout à 47% au tir. Ouais, il avait des pourcentages cool. C'est ça. Qui était son gros défaut, quoi. Et il a été signé par les Sacramento Kings. C'est l'équipe la plus Killian Hayes possible, ou je sais pas dans quel sens ça le dit, Killian Hayes est le joueur le plus Sacramento Kings possible, mais... Et en fait, là, c'est pas le même rendement. C'est comme Ryan Rupert, hein, c'est un contrat de 10 jours. Et là, t'arrives, donc les stats, je vous les donne. On a 2,7 points, 1,7 rebonds. Il y a quand même près de 5 passes. Vous voulez les pourcentages? Ouais, je sais pas. Ça va être terrible. Vous voulez les pourcentages? Dis-les quand même. Hein. Premier match, 0 sur 4. Ouais. Deuxième match, 1 sur 9. Et troisième match, 2 sur 8. Ça nous donne un petit... 3 sur 15 je l'ai pas noté.
Je l'ai pas noté le pourcentage, mais 3 sur 20, je crois. ça nous donne un 14%, quoi, quelque chose comme ça. Damn. Ça nous donne un petit 14% au tir pour Putain. Killian Hayes. Les gars, la question, elle fait peut-être un peu mal. Mais en fait, j'ai envie de vous demander, est-ce que c'est cuit pour Killian Hayes en NBA, Arthur? Ouais. Ok. Ah ouais, je pense. Hein. Je pense que là, c'était vraiment le barreau d'honneur. Hein. T'as un 10 days contract par les Kings, qui est genre... La phrase. Tu vois la phrase, genre déjà, 10 days contract par les Kings, c'est littéralement le pire truc que tu puisses avoir en NBA. C'est la dernière opportunité, quoi. Tu t'es à 14% sur 3 matchs, ils vont pas te prolonger. À part si les Kings lui envoient un contrat, mais je vois pas pourquoi ils feraient ça. Enfin, ou alors ils le font et c'est cool pour lui, mais pour moi, Vu les matchs là, enfin, peu de chance c'est- quoi. Voilà, pour moi, Mais, oui, Kylian Hayes, c'est même pas une question. Et puis ça devrait, avec tout le respect que j'ai pour lui, et bravo quand même pour le hustle, d'avoir continué, d'être resté là-bas, d'avoir continué à jouer en G-League et toujours espérer. À un moment, en vrai, juste reviens en Europe et sois compétitif et ce sera cool. Tu vois, t'as un jeu de meneur qui défend, qui fait des passes et tout. C'est cool, juste peut-être que la NBA, c'est pas là où il s'épanouira sportivement, quoi. Moi, j'avoue que la décision, je la trouve bizarre. J'ai pas forcément suivi ce que voulait Cleveland avec Killian Hayes, mais vu qu'il était dans l'antichambre de Cleveland et tout, et du coup, c'est à toi que je voulais demander, Louis, est-ce que c'est pas trop bizarre de partir à Sacramento alors que t'es en G-League d'une équipe qui performe et que tu dis que t'as peut-être un roster spot à aller chercher à l'été prochain? Bah, c'est un super lancement parce que c'est ce que j'allais dire. C'était un peu l'avis dans la fanbase des Cavs et de ce qui se murmurait aussi un peu côté insider là-bas. Que Killian Hayes, tu le coffres un peu pendant un an en G-League, faire un peu ses armes et se faire les dents. Et si jamais cet été, tu peux pas prolonger Craig Porter Jr. parce que le salary cap des Cavs est complètement bouché et avoir l'été qu'il y aura en plus, il risque d'y avoir du mouvement. Donc c'est un peu bizarre comme choix, je te rejoins. Je pense qu'il aurait pu avoir ce rôle de troisième meneur dans cet effectif à la place de CPJ. Donc moi aussi, j'ai pas trop compris la décision. C'est trop bizarre. Je la comprends à moitié, je comprends l'opportunité où tu te dis « Allez, c'est maintenant ». Mais bon, tu prends quand même un sacré risque, parce que comme l'a dit Arthur aussi, peut-être que là, il s'est juste grillé complet. J'ose espérer que c'est pas le cas et qu'il aura peut-être encore un two-way l'année prochaine et tout. Mais du coup, au final, t'as peut-être grillé une chance pour reperdre du temps de ouf. Donc c'est pas hyper cohérent. Et c'est dommage surtout. Kylian Hayes, il a 25 ans cet été quand même. Ah ouais. Ouais. Non, mais T'es là, plus un jeune en NBA, tu vois là ce que je veux dire. il est temps de rentrer en Europe, faire Mais trouver ton rôle et espérer que tu fasses une Gershon si vraiment tu rêves d'NBA à ce point. c'est vrai. Mais même sans parler de Gershon, qui est quand même un cas à part, juste fais ton trou en Europe, c'est juste génial. Et T'as déjà cramé, entre guillemets, le tiers de ta carrière à jouer en G-League. Enfin, pas vraiment, parce qu'il y a ses débuts en NBA, mais à un moment, si vraiment le basket c'est ta passion, Bah, surtout que va jouer, quoi, tu vois. la T'as 25 ans cette la année. décision paraît d'autant plus précipitée que j'ai l'impression, sur les Twitter américains, les trucs, il se passait quelque chose. J'ai l'impression que les Américains croient encore en Killian Hayes plus Ouais. que nous ici en France, Ouais, tu vois. ouais. Il y avait une espèce de petite hype sur ses perfs en Ouais, parce G-League qu'au et début tout. c'était le slender trop facile, tu vois. Ouais. Et puis après c'est devenu le truc de ah, ce serait la belle histoire, etc. Ils aiment trop ça, les Et Canaries au aussi. final, mais- autant perf et autant recréer une sorte de hype pour aller choper un 10 day chez les Kings et poser des boosts pareils, avec tout le respect, Killian Hayes viens au Paris Basket, Mais- te faire kiffer un peu, parce que... enfin, Ouais, je sais pas, juste- du Paris Basket, juste retrouver mais- des sensations de basket et Ouais. de compétitivité, quoi. Parce que Ouais, la il doit y G-League, c'est avoir sympa, un- mais je pense qu'il a pris du plaisir à faire ses stats, tu Je vois. pense que le manque d'adresse vient peut-être aussi de la différence d'intensité Bien sûr. directe entre la G-League et la NBA, quoi. Et Eh je oui. me demande s'il n'y a pas aussi un blocage mental, sans faire le Peut-être. psychologue de comptoir, mais C'est possible. où genre vraiment il y a un truc de... Parce que tu sais, là tu joues ton 10 days, t'es pris par les couilles en vrai, tu sais que faut jouer maintenant, faut réussir maintenant, alors qu'en G-League il était en mode j'ai ma progression sur une saison, tu sais, je vais mettre mes points, etc. Là t'as 10 jours, 4 matchs, tu sais que tu dois remplir et tu te choques tous les matchs, quoi. C'est même pas il y en a un qui a été bon. Enfin, si t'es nul au shoot sur tous les matchs, c'est que pour moi il y a peut-être un blocage qui est différent que C'est juste possible. une question sportive. Parce qu'en plus, tu les vois, les shoots et tout, c'est des trucs en rythme, etc. Où ils se disent vas-y, avec confiance, tout ça, et c'est juste. Pas de des- mauvais shoot, tu vois, il force pas. hein. c'est juste des shoots bien ratés, quoi. Ouais. Notre dernier français de qui je voulais parler, là aussi, c'est pas les nouvelles les plus reluisantes, mais c'est Zachary Rizaché, Aïe, aïe, aïe. définitivement benché à Atlanta. Au profit de, pardon, excuse-moi. Au profit de CJ McCollum. Hein. C'est CJ McCollum qui a pris sa place dans le 5. Après, 48 ans quand même, hein, pour rappeler. ce 48 ans, C'est joue en dur. déambulateur. Hein. C'est le premier joueur de l'histoire en NBA à le Ah, faire. puis même en plus, vu le Ouais. profil, c'était
typiquement le mec que t'as envie d'avoir en sortie de banque est parfait, et au final, non, il prend Mais la faut place savoir La que- première fois qu'un joueur sénile rentre dans un 5 majeur, on se rend compte. Hein. Il joue avec des couches. Hein. Vraiment, C'est des bâtards, il y a tellement pire en NBA. Jordan a 5 minutes avec les Pels. Hein. Ouais, c'est vrai. En termes de déambulateur, c'est pas Ouais, mal. mais il aussi. joue au Pels, là on Ouais. parle de C'est pas- NBA c'est pas aussi, faux, donc, c'est pas Non, mais il faut savoir après que Quinn Snyder a tenu à clarifier la chose. C'est pas une sanction envers Zachary Rizaché. C'est parce qu'il considère que le 5 avec CJ McCollum est leur meilleur 5 majeur. Ils se basent sur les net ratings pour ça. Oui, Et sûrement. donc ils veulent l'avoir le plus rapidement possible. Et apparemment, ça remet pas en question les minutes et les responsabilités que Zachary Rizaché pourrait avoir. Pour autant, il est passé de 12 points à 10 points entre sa saison rookie et cette saison. Hein, les pourcentages ont baissé, les munitions ont baissé aussi. Comment on voit là Zachary Rizaché? Est-ce qu'on le voit juste végéter sur le banc de Atlanta, ou là cet été il faut déjà peut-être penser à partir? Rentre en Europe, mon gars. Oh non. Je rigole. Après Non. 2 ans, first pick, 2 ans, rentre en Europe. Non, si c'est un sujet super dur à analyser, je pense, parce que il y a eu plus d'attentes que ce qu'il y aurait dû avoir sur ce mec, je pense. Le first pick, Il a pas fait du bien. il lui a vraiment pas fait du bien du tout. Ouais. Il est dans une draft qui est super chelou, parce que qui est genre une draft vraiment mid en termes de niveau global, surtout encadré par 2 qui sont vraiment bien, ou en tout cas les first picks sont juste zinzin quoi. Enfin, l'année d'avant c'est Wemby, l'année d'après c'est Cooper Flag. T'es au milieu, t'es Zachary Rizaché, aussi bon joueur de basket que tu sois, Ça fait chier. ça fait chier quoi. Enfin, tu vois, t'as beaucoup de projecteurs qui sont braqués sur toi et tout. Est-ce qu'il y a un problème d'utilisation, pas mal de choses. Moi je pense que si on doit juste parler de à l'instant T, qui sortent du banc, tant mieux. En vrai de vrai. Sors du banc, va mettre tes points contre des second units, reprends un peu confiance et tout, parce que je pense aussi qu'il y a une question de confiance qui rentre Obligé. dedans là, c'est certain. Et moi j'attends vraiment de voir la 3e saison. Si la Ok. 3e saison c'est la même et qu'il est entre 10 et 13 points de moyenne avec les mêmes pourcentages, et qu'en termes de rôle, d'impact et de responsabilité, ça prend pas de step à Atlanta. Bon, ce sera peut-être un petit peu plus chiant, et ce sera pas un first pick qui restera dans l'histoire de la NBA Ou quoi. peut-être qu'il y restera pour les mauvaises raisons aussi. Ouais. Ouais, bon, il y en aura eu des pires, mais En mais fait, il y a aussi le fait qu'il soit coincé entre Wemby, Et Flag. Cooper Flag. Avant lui, tu as eu des Anthony Edwards ou bon, Paolo Banchero, c'est pas le même niveau, mais je veux dire, il fait un peu de tâche quoi sur le bilan. Ouais. Là, maintenant, en plus, tu vois, genre vraiment, deuxième saison. si tu refais cette draft-là, la draft 2024. 2024, et que tu switches juste Alexa et Zachary Rizaché, déjà, je suis sûr qu'il y a un truc qui est pas pareil Ouais, je suis dans la d'accord. manière dont ça se développe, tu vois. Genre, c'est Clairement. c'est mieux, tu vois. Parce qu'en plus, Zachary Rizaché, il arrive dans une équipe qui est déjà. Alors, sur le moment, on était content, tu vois, parce qu'il arrive pas dans une équipe full La bottom. première et saison était bonne en plus. Ouais, mais du coup, peut-être qu'il se serait développé différemment sur les 2 premières saisons s'il avait été draft au Wizards, par exemple, tu vois, dans une équipe vraiment où il n'y a pas d'enjeu, où prends tes minutes, shoot, vraiment développe-toi offensivement à la mort. Là, il a quand même été vite cantonné dans un rôle, même si c'est un first pick. Alors que généralement, les first picks, tu leur laisses de l'espace de ouf. C'est quoi. vrai. Moi, je suis de ton avis. Je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle qu'ils sortent du banc au final pour le push play-in, voire play-off s'ils en sortent du play-in. Et j'ai surtout envie de voir l'année 3, après un été à bosser, sûrement à se remettre en question aussi, parce que mentalement, ça doit pas être simple pour lui cette saison-là. Il prend quand même très cher, hein, Rizaché, sur les avis globaux de NBA. Donc je pense que ça doit travailler à un joueur qui est très jeune aussi. Et je reste dans le train, je pense vraiment qu'il peut réussir à rebondir l'année prochaine, sans dire qu'il va jumper de fou au niveau des stats et des responsabilités. Mais je pense qu'il peut quand même faire une meilleure saison que cette année, ce sera pas compliqué, et faire une meilleure saison que l'année dernière aussi. Je le vois potentiellement progresser l'année prochaine, je l'espère. Peut-être que ce sera pas à Atlanta, peut-être qu'il va faire une première petite saison similaire à celle de cette année, et du coup qui sera échangé. Auquel cas, ce serait une bonne nouvelle pour lui aussi. Mais dans tous les cas, le temps presse, donc il va falloir vite montrer malgré tout. T'en penses quoi, toi, Achille ? Il y a eu des rumeurs quand même cette saison déjà de potentiels trades, de choses comme ça et tout. Ce sera un désaveu de fou quand En même. fait, avec ce que dit Quinn Snyder notamment, j'ai l'impression que Atlanta compte quand même encore sur lui et a envie de le développer. Là, sous les yeux, j'ai une déclat de Kuminga aussi qui vient d'arriver, qui dit qu'il adore Zachary, qu'il aime son jeu et qu'il est là pour le soutenir parce qu'ils ont besoin de lui tous les soirs. Et je pense que si il dit ça, Kuminga, nouvelle arrivée, ça doit peut-être être un peu l'avis global de tout le monde. Ouais, je pense. Donc en vrai, moi j'ai encore confiance en Zachary Rizaché parce qu'en fait, ce qu'il nous a montré sur la saison 1, ça peut pas disparaître comme ça. Bien tu sûr, vois. c'était prometteur de fou. Vous l'avez dit, il y a peut-être une question de confiance.
Je pense qu'il y a une question d'utilisation aussi, en vérité, parce que tu peux pas, en année 2, cantonner un first pick à être un spot-up shooter. Ouais. Il n'a pas montré les meilleures choses balle en main, mais à un moment, lui aussi, il va falloir qu'il prenne des risques aussi. Mais j'ai envie d'y croire pour la saison 3 et se remettre la tête à l'endroit et oublier cette saison en vrai. C'est ça, mais dans tous les cas, il va y avoir, en plus des fenêtres de qualif, je crois, avec l'équipe de France cet été, ça peut peut-être lui faire du bien. C'est vrai que les déclics campagne internationale, ça peut vachement... Et en plus de ça, enfin c'est pas en plus de ça, mais je pense qu'il a toujours du crédit à Atlanta, mais que il a 6 mois, quoi. Je pense vraiment que si février, il n'a pas progressé et c'est toujours un peu décevant, ils n'hésiteront pas à le trader parce que ça reste un jeune joueur qui a de la valeur malgré son niveau actuel, donc je pense que les Hawks pourraient ce serait un peu le fusible, quoi. Genre oui, sachant que les Hawks, s'il reste mid et que lui progresse pas, je pense, on verra l'été qui font les Hawks, mais il y a des chances que ce soit le cas en tout cas sur le niveau des Hawks en termes d'équipe. Lui, j'espère qu'il progressera, mais les Hawks, il y a moyen que ce soit mid aussi l'année prochaine. Si c'est le cas, il y a moyen que ce soit le fusible qui saute, quoi. Ouais, parce que les Hawks, ils ont pas non plus tout le temps du monde. Non. T'es pas, non, genre, clairement pas. T'es pas genre 14ème, tu viens de drafter ton first pick, mais t'attends tu retankes pour recontinuer à drafter. Ça fait 4 ans, ils sont play-in quand même. Voilà, là ça y est, tu vois, faut soit passer un step, Mais soit là, le plus projet sur vient le de temps. changer aussi. Oui, Le projet vient de changer du tout au tout. Oui. Trae Young, il a commencé la saison à Oui, Atlanta, Trae là, Young, il est mais plus, du coup- tu vois. mais du Il y aura coup, un tu- nouveau coach aussi, je pense, cet été. Mais ce que je veux dire, c'est que l'idée, c'est pas de tank. Et du coup, t'es pas en mode, bah, on a notre first pick et il a du temps devant lui pour se développer. Ouais. Là, t'es en mode, je suis d'accord avec lui, je rejoins Oui. le côté Tu veux jouer les premiers rôles dans la C'est conférence. ça, et je pense que les Hawks préféreront le faire sauter en tant que fusible tant que le gars, il a quand même encore une petite Valeur, interrogation parce que, de par son potentiel, que ça reste un first pick, plutôt que de dire, ok, on le garde et en fait, c'est juste... Ça devient indésirable et du coup, le Non, trade mais après, même il pas un est. indésirable, mais juste on le met vraiment dans son rôle de il défend super bien, il est long, etc. Mais du coup, tu le cantonnes dans un rôle de mec qui est pas du tout ton first pick, quoi. Et il partira si c'est ça, tu vois. Ouais, en plus, parce que ça reste un rôle de fusible aussi si c'est ce genre de genre-là. De base, j'avais prévu de m'arrêter sur ça, mais en vrai, ça donne pas forcément le moral. Et au dernier moment, j'ai vu une stat sur Maxime Reynaud, qui est peut-être le rayon de soleil français de cette saison en NBA. Encore une fois, je mets Wemby Alexard de côté Oui, parce bien sûr. qu'il joue dans d'autres catégories. Maxime Reynaud qui est devenu le leader des rookies en termes de double-double réalisé. Putain, Il c'est est fort. passé devant Derrick Queen, il a 11 double-double à son actif. Et là, depuis que Sabonis est out, il avoisine les 30 minutes par match. Max. Titulaire, tous les matchs. Ouais, titulaire. Et il pose 15 points, 10 rebonds, 2 passes. en gros. Ouais. Double machine. Est-ce qu'il est pas peut-être un peu revanchard aussi par rapport à ce qui s'est passé avec le match des rookies où il n'a pas été convoqué? Est-ce qu'il n'y a pas un spot à aller chercher dans une All-Rookie Team en vrai sur cette fin de saison-là? C'est une bonne question. Ce serait beau pour lui et pourquoi pas, j'avoue, j'ai pas réfléchi à ça, donc peut-être qu'il serait borderline et il rentrerait pas dedans. Mais quoi qu'il arrive, rookie team ou pas, lui pour le coup, sa place en NBA, il se l'est faite aussi avec juste au forceps finalement. Et c'est bien, malgré le fait que les Kings, c'est une équipe qui pue la merde, c'est bien de se faire sa place dans une équipe en NBA quand même, avec un rôle bien défini, en étant important, et le rayon de soleil de cette équipe aussi, en termes de jeunes avec du potentiel et de mecs qui se donnent tous les soirs. C'est un mec sur qui tu vas pouvoir compter dans les années à venir, tu vois. Au-delà de mecs qui se donnent actuellement comme des Westbrook ou quoi, où, bon, voilà, il fait son passage, il fait ses stats, il est content. Oui. Maxime Reynaud, c'est cool pour lui, cool pour les Kings, donc plein de belles perspectives à venir pour lui. Je suis d'accord. 10 points, 7 rebonds, 1 assist pour Comme une stat. saison rookie. Ouais. C'est super cool, hein. Alors qu'il a fait un tiers de saison en jouant très très peu, voire pas. Hein. Complètement. Ouais, le tout début, ouais, carrément. Complètement. Ouais, c'est vraiment plus qu'encourageant. Dans Mais- un autre rôle que Johan Bérenger, pour le coup, pas du tout fiable en défense, Maxime Reynaud, mais à côté d'un gros pivot défensif à l'intérieur ou d'une grosse encre défensive, en fait, tu sais que tu vas avoir ton double-double sur le terrain tous les Ouais, soirs. c'est hilarant parce que c'est genre le régène de Sabonis mais avec un shoot, quoi, tu vois, avec quelques... Non mais on est d'accord. Doucement, quand même. On parle pas de ça tout de suite, mais je veux dire, dans les pivots NBA qui en fait sont pas des machines défensives et qui sont juste des grosses machines à rebond, à pick and roll et qui de Qui ont temps en temps... des mains, qui peuvent faire Voilà, des passes c'est ça. et tout. Et qui, par contre, pour le coup, lui, il a un shoot à 3 points. Il a pas des pourcentages de fou, mais C'est une menace, à c'est une Stanford, menace. il avait montré qu'il savait vraiment beaucoup shooter et tout. Donc, je trouve que c'est cool je voulais juste dire ça parce que c'est cool qu'il ait Sabonis devant lui dans la hiérarchie. Parce que je trouve qu'en termes de mentoring, on en parle souvent entre nous. C'est bien en vrai, tu vois. Ouais, mais je pense pas que Sabonis va rester longtemps à Sacramento pour le coup. Non, mais ça joue quand même sur ta saison rookie, Oui. tu vois, d'avoir un mec devant C'est toi. vrai, c'est vrai. Voilà pour cette
Voilà pour cette séquence sur les Français. Louis, tu veux rajouter quelque chose? Ouais, un petit truc en plus, super film. Je sais pas si vous l'avez vu. Je l'ai pas vu, perso. Un gros bisou à Artus qui nous écoute. On le sait depuis le premier épisode, il nous a dit je suis un gros fan. Pas de basket d'ailleurs, il est fan de nous, particulièrement. Et de toi, parce que vous avez quasiment le même prénom. C'est vrai. Il m'a dit aussi. Mais non, je voulais dire, c'est un petit big up à Ousmane Dieng aussi. Parce que, mine de rien, il se fait sa place aussi à Milwaukee. Et franchement, pour avoir vu quelques highlights des Bucks récemment, il joue pas mal et il est vraiment bon aussi. Donc, c'est pas juste le mec qui est en NBA depuis 4 ans sans trop savoir si vraiment il a sa place ou pas. Peut-être qu'on est aussi sur un début de Sidi Sissoko, tu vois, dans le côté je me fais un peu ma place sans dire que les Bucks vont le signer, mais on sait pas trop ce qui se passera dans cette franchise dans les mois à venir. Mais je pense que ça peut donner des idées à des franchises pour lui donner sa chance, tu vois. C'est un mec qui est NBA ready aussi, un vrai Ousmane Dieng, et qui dès qu'il joue. Sacré shoot en plus. Hein. Ouais, franchement, moi j'aime bien. J'aime vraiment bien ce joueur. J'en profite pour caler ma petite dédicace aussi. Je sais pas si Arthur t'en avait une peut-être. On est sur Fun Radio là. Dédicace à Adrien, mon pote en 5ème B. C'était mon gars de dédicace ouf. à Madaron. Voilà, c'est le premier gars avec qui j'ai joué à Call of Duty, c'était génial. Ok, on l'embrasse. Et sinon, un petit français aussi qui fait une petite saison, mine de rien, loin des projecteurs et tout, mais assez intéressante, Victor Wembanyama. C'est qui? Je sais pas si vous connaissez, mais dans une équipe des Spurs pas dégueulasse. Aux éperons du Texas. Ouais, je pense qu'on va pas tarder à en parler, mais saison plus que sympa, quoi. Ouais, elle était bien ta vanne là. Allez, j'y vais, bonne soirée. Pour la deuxième partie de l'émission, je vais passer la main à Louis, qui va nous faire parler des Spurs et des Pistons. Et j'ai très hâte de débattre sur ces deux équipes qui, ma foi, sont Red Hot. Red Hot Chili Peppers. Exactement. Ouais. Dédicace à Carlito. Oh, wow. Red Hot Chili Peppers, Carlito, l'association de pensée, elle est... Assassine. Ah ouais. Désolé pour ça. Non, mais évidemment, on va parler de ces deux équipes-là qui sont un peu les sensations, chacune de leur conférence, tout en haut de leur conférence, j'ai envie de dire. Donc, ça va être intéressant d'en parler avec vous, les gars, sachant que c'est quand même deux équipes qui ont végété quelques temps dans les profondeurs, et il n'y a pas si longtemps, il y a 2 ans, et même il y a 3 ans, c'était une catastrophe. Je l'ai quand même noté, parce que j'ai trouvé ça hyper intéressant. On remonte en 2022-2023. Il y a eu une série de loses de San Antonio de 15 défaites d'affilée, et 19 pour les Pistons, à peu près dans la même période. En plus, c'était février-mars pour les deux équipes. Est-ce que, petit jeu comme ça improvisé, vous pouvez me dire contre qui les Spurs ils ont arrêté leur série de défaites, contre qui ils ont gagné en gros? Comme ça là, on s'en bat les couilles, c'est juste... C'est une grosse équipe? Non, pas tant. Contre les Pistons? Non. Les Blazers. Non, c'était le Jazz, après avoir perdu contre eux 2 jours avant. Ok, bah les back-to-back quoi. Ah, non, c'est... Ouais, amazing happens. Non, c'était pas 2 jours avant, je crois que c'était même il y a le All-Star Break entre les deux, mais bref, c'est pas très important. Et pour les Pistons, pareil, vous pensez que c'est qui sont tapés? Le les Thunder. Spurs. Non, c'était les Pacers, et c'était aussi après une défaite contre eux 2 jours avant pour le coup, cette fois-ci, donc je trouve ça plutôt drôle. Ils se sont bien ajustés. Ouais, voilà. Et en 2023-2024 aussi, je voulais quand même parler de ça parce que c'était seulement il y a 2 ans. Les Spurs, ils ont fait encore pire. Ils ont fait 18 défaites de suite en 23-24. Pareil, vous pensez qu'ils ont battu qui après cette série de défaites? Les Grizzlies? Non, mais c'est une équipe Les de l'Ouest. Pacers. Ah, Non. du coup, non. Équipe de l'Ouest, vas-y, donne-en une comme ça. Le Jazz. Les Lakers. Ah. Après avoir perdu contre eux juste avant Ah aussi, non, donc c'est vraiment Aucun sens. quand même C'est marrant. vrai. Et dernier truc avant de passer vraiment à la rubrique, c'est que les Pistons, eux, ils ont fait une série de 28 défaites de suite Ouais, voilà, c'est ce qui me il y a semblait. 2 ans. Parce que la 23-24 des Pistons, elle est Ouais. all-time en termes de catastrophe. Ouais, c'est terrible. Et ils ont gagné contre... Les Spurs? Non. Une équipe qu'ils ont affrontée 2 jours avant? Non. Ah, non, Pas cette fois, bah allez. non. Une équipe de l'Est, au Nord. Les Raptors. Bravo Achille, Putain, tu pas. gagnes un bon point Super. que je te donnerai. Eh ben, je vais le granger juste là dans ma poche. Ah mais bravo. Bien au chaud. Il Super. a mis son point dans sa poche. Bref, tout ça pour faire une transition en mode les Spurs, leur bilan c'était 22-60 en 22-23 et en 23-24. Waouh. Et les Pistons c'était 17-65 pardon en 22-23 et 14-68 en 23-24. Voilà, donc sacrée progression. 14-68 qui était le pire bilan NBA depuis les Sixers de 2016, qui on se rappelle était une sacrée équipe de merde. C'est aussi, vrai. quand même, hein. La pire. Dédicace à morale. Tony Wotten. Belle dédicace, on l'embrasse, lui qui nous écoute avec Artus, parce qu'ils sont très potes. C'est très pote. Ils nous écoutent tous les deux ensemble. On va commencer cette rubrique avec les Spurs, parce que je pense qu'on a envie de commencer sur les Spurs tous les trois. Vous êtes pas d'accord? Jingle San Antonio. San Antonio. Ok les gars, ça part. Les Spurs, pour mettre un peu de contexte, ils sont 2e de la conférence Ouest, très proche du Thunder.
Cette année, les Spurs, c'est la 3e défense de la ligue et la 7e attaque de NBA. 3e meilleur net rating de 6,9 points d'écart. Le net rating, c'est ça, c'est le nombre de points d'écart que tu mets en moyenne contre les équipes. Donc 6,9, c'est quand même assez significatif. J'ai envie de vous lancer là-dessus. Est-ce que vous voyez les Spurs comme des contenders ? Oui. Et quand je dis contenders, j'entends une équipe qui passe plusieurs tours de playoff et qui est parmi les favoris à l'Ouest, quoi. Bah, qui passe plusieurs tours de playoff, c'est dur à dire parce que l'Ouest c'est chaud. Est-ce que c'est des contenders dans l'idée ? Est-ce que eux ils sont en mode on joue le titre et est-ce que nous on doit les considérer Mais toi, comme des favoris est-ce au que titre ? toi, tu les considères comme une équipe qui pourrait passer plusieurs tours de Oui. playoff, pour pas dire peu ? Oui. Ok. Et toi, Que Achille ? du oui. Moi, je les considère comme des contenders aujourd'hui, puisque t'es deuxième de l'Ouest avec comme tu l'as dit, toutes les stats que t'as dit, t'es obligatoirement dans la peau d'un contender. Ouais. Maintenant, je les considère pas comme des favoris au titre. Je les mets pas dans cette catégorie-là. Je vois ce que tu veux dire, il y a une petite nuance entre les deux. Exactement. C'est ni des outsiders ni des favoris, c'est en mode C'est entre des les deux. contenders finalement. Ok. Et alors, qu'est-ce qui pourrait leur faire défaut, les gars ? Question simple, qu'est-ce qui pourrait leur manquer pour... Bah là, la réponse la plus tapine, ce serait juste de dire le E-word. l'expérience. Ouais. Genre vraiment, Ah, pour moi, c'est une réponse tapine, mais en même temps, c'est juste vrai. c'est ce qui fait le plus défaut à cet effectif factuellement, quoi. Aujourd'hui, à part Luke Cornett, Harrison Barnes et les restes de Kelly Olynyk, il n'y a pas grand-chose qui a été en playoff, quoi. tu vois. Ja'Aaron Fox, un Oui. tour. C'est vrai. Et qui était bon, même s'ils n'ont pas passé le tour, mais il était quand même très fort. Après, c'est quelque chose qui compte en NBA. Je pense que pour être champion, à un moment, tu es obligé de vivre ta première désillusion en playoff. OKC est passé par là, les Celtics sont passés par là pour parler des deux derniers champions. Mais maintenant, en fait, au milieu de tout ça, tu as Victor Wembanyama qui, chaque jour qui passe, repousse les limites de l'humain et du réel. Donc, Il change un peu les règles aussi. Tu ouais. vois. Donc en vrai, oui, je les vois comme des contenders, mais c'est vraiment le facteur numéro 1 de doute, c'est l'expérience. Ouais. Est-ce qu'on en fait trop sur ça ? Je sais pas. Non, mais Non, ça, parce ça se comprend, ouais. Ouais, Pardon, vas-y, t'inquiète. comme tu dis, Achille, l'historique nous montre que les équipes doivent se casser les dents avant. Donc c'est pas une honte de dire ouais mais l'expérience va arrêter les Spurs en playoff. En vrai, si les Spurs s'arrêtent face à une équipe plus expérimentée qu'eux, je pense par exemple s'ils prennent Denver et qu'ils sortent face à Denver, même si en plus en termes de match-up c'est très costaud, ce serait la suite logique en vrai de vrai, parce que t'as ton effectif jeune, t'as un effectif qui a déjà été champion en face, et bah tu sors parce qu'il faut apprendre comme ça. Après, moi j'ai ma petite envie de dire qu'ils vont un peu changer les codes parce que ça joue trop bien ensemble et qu'en vrai on a quand même pas souvent vu ça ces dernières années, que des freaks comme Wemby, il n'y en a pas tous les 2 ans et que Il n'y en a jamais eu en fait. voilà, et que ça joue genre trop bien ensemble. On va en parler plus tard, mais t'as des mecs qui sont draftés super haut aussi. En termes de talent pur, c'est un truc de fou. Les ajustements qui ont été faits autour, c'est zinzin aussi. Tout a été super bien pensé. Et je pense que la saison régulière n'est pas une surperformance des Spurs, C'est leur niveau. mais juste une illustration de à quel point ils sont en avance sur la timeline qu'on voulait leur donner. Ouais. Et c'est pour ça que moi, je me dis, il y a un monde où l'étape de on se casse les dents en playoff, ils vont juste la skip, et s'ils sortent, eh ben, c'est peut-être en finale de conf, tu vois. Et si tu sors en finale de conf, pour moi, c'est pas une question d'expérience, tu vois. C'est une question de t'es allé en finale de conf. C'est là que après, j'ai Oui, mais la si tu sors tendance face de à penser... Denver ou OKC, J'ai la tendance à penser que c'est l'expérience, plus tu passes un tour de playoff, plus l'expérience devient importante aussi, tu vois. En Oui, vrai. oui, parce qu'après, t'affrontes les équipes qui en ont aussi. C'est ça. Mais dans l'idée que je les vois quand même, moi, minimum, aller en finale de conf. Ok. Oh, j'aime bien ce que tu dis. Moi, je trouve ça j'ai cool. une deuxième réserve aujourd'hui sur le jeu des Spurs en playoff, au-delà de l'expérience, mais si on doit parler du terrain, C'est exactement ce que j'allais vous demander après ça. Donc, eh ben, écoute, c'est tant mieux, finalement. oui, c'est parfait. Embrasse-moi. Ouais, ouais. Alors là... Celle-là, elle va faire plaisir à Artus, les gars. La deuxième réserve que j'ai, c'est le shoot à 3 points en vérité. Ouais. En fait, on sait qu'en playoff, il faut... Ah, t'as l'œil, toi il T'as faut- l'œil. Je t'ai dit, ah, c'est vrai que ça chute un peu moins bien. Je t'ai dit, ah, ça chute dans un petit cahier. C'est que je chute à 3 points. C'est marqué là, Ouais, c'est marqué. ouais. Il faut une attaque, il faut savoir varier en attaque, en vrai, quand t'es en playoff. Je pense que niveau attaque mi-distance et intérieur, ils n'ont pas de souci à se faire. Mhm. De 1 avec Wemby, de 2 avec des porteurs de balles comme De'Aaron Fox, Stephen Castle et même Dylan Harper. Ouais. Fort en pénétration aussi. Le mec, ce qu'il fait en pick and roll, c'est du n'importe quoi. Mais par contre, quand tu te penches sur les shoots à 3,
ils ont des bons shooters, mais ils n'ont pas l'excellent shooter Clairement. qui tourne à 40%. Je crois tu vois, que c'est une des moins bonnes équipes à 3 points. Ouais, je crois qu'ils sont dans les 20e. Ouais. Je n'ai pas regardé la stat, mais Arthur va s'en charger. Mais si pour illustrer un peu le propos, j'ai noté les 4 plus gros shooters de l'effectif que sont Keldon Johnson, Devin Vassell, Champagny et Barnes. Ils tournent tous autour des 38-37% à 3 points. Donc c'est des bons shooters, mais pas des shooters élites, quoi. C'est ça. Sachant que Vassell, Champagny et Barnes, on est à 5 à 6 tirs à 3 points tentés par match. Donc il y a quand même un bel échantillon et ça ne passe pas les 40%. Et comme tu dis, c'est vraiment ce shooting élite qui leur manque, qui peut-être peut leur faire défaut, qui va leur faire défaut sur certains matchs ou certaines phases offensives. Mais en vrai, quand tu te retrouves à parler de ça, c'est que vraiment t'es... Ouais, ils te manquent pas grand-chose. Ouais. Clairement. Ils sont remontés un petit peu, ils sont 17ème quand même, avec 35,2% de moyenne. Ok, donc c'est plutôt ok. Mais c'est une limite que vous voyez pour les playoffs et je la comprends. J'ai une question sur les Spurs de plus à vous poser. C'est sur quoi vous allez vous concentrer là en fin de saison et surtout en playoff. Qu'est-ce que vous avez identifié chez ces Spurs-là qui piquent votre curiosité particulièrement ? Ça conditionne ce qui va arriver, mais là, sur le mois de février, il y a 11 victoires en 11 matchs. Et j'ai l'impression que cette équipe des Spurs, elle n'a pas attendu que les gens disent qu'ils sont contenders, qu'ils peuvent jouer les premiers rôles en NBA. Ils sont eux-mêmes convaincus du fait que cette équipe-là peut aller chercher qu'ils peuvent aller chercher le titre dès cette saison. Et j'ai l'impression d'avoir vu une sorte de switch où t'as été une équipe qui jouait bien et qui tout d'un coup s'est mise à se dire mais en fait jouer bien là ça suffit plus les gars, on va passer encore la vitesse supérieure et devenir l'épouvantail et faire peur à tout le monde en fait. Et ce que je vais surveiller, c'est à quel point ils vont réussir à garder ce niveau d'implication dans l'exécution de leur basket et à quel point cette série de victoires va les carry jusqu'en avril. C'est ça, et va se prolonger, non pas que je les vois gagner tous leurs matchs jusqu'en avril, mais en fait, là, si on prend le mois de février, ils sont à 11-0. En fait, tu finis la saison en combien, là, tu vois t'as quoi ? T'as 4 défaites, là, sur les derniers mois de... Si c'est ça, la dynamique en arrivant en playoff, ce serait big, et ils sont sur les bases pour, en tout cas. Donc ce que j'ai envie de surveiller, c'est la dynamique avec laquelle ils vont arriver en playoff et comment ils vont finir la saison dans le sillage de ce mois de février hyper impressionnant. Et toi, Arthur, c'est quoi que tu vas surveiller en vue des playoffs ? Les gros matchs qui arrivent, parce que pour reprendre ton terme de strength of schedule que tu utilisais pour le premier épisode, Achille, j'ai pas vu quel rang ils sont, mais je suis en train de regarder le calendrier et c'est en tout cas visiblement assez facile. Mais je viens de voir un truc qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont encore 3 matchs face à Denver d'ici la fin de saison. Donc j'avais pas nécessairement réfléchi à ta question avant, Louis, et si je dois trouver une réponse maintenant, je dirais, et je le pense vraiment, les gros matchs, que je vais vraiment regarder ces 3 affrontements face à Denver de manière très particulière, parce qu'en plus ça pourrait commencer à donner des indices de réponse sur la question de l'expérience aussi. Parce que Denver est littéralement l'antithèse de ça, une équipe déjà championne, avec des gars qui ont passé un nombre de séries de playoffs et de matchs de playoffs à l'intérieur du roster de dingue, dans cette équipe-là en plus. Donc si les Spurs montrent que face à Denver, et en plus même pour Denver aussi ça va être un bon test, parce que là ils sont en train de récupérer leurs joueurs. Ils veulent se lancer aussi. Voilà, à mon avis il va y avoir aucun match, à part peut-être le dernier de la saison, parce que c'est le dernier match de la saison pour les deux, où là peut-être que du coup les effectifs ils seront un peu mis différemment, mais les deux premiers, très curieux de voir. Et si au final les Spurs tiennent vraiment tête facilement, je serai en mode ok, ça conforte dans la position dans laquelle on les a mis. Maintenant que vous avez répondu à ces questions, on va enchaîner avec une toute dernière question sur les Spurs. Et celle que je voulais vous demander, les gars, c'est maintenant qu'ils sont deuxième tout proche de la première place et que c'est pas du tout la même équipe qu'en octobre, ça serait quoi pour vous une saison satisfaisante pour les Spurs au final ? Et ce que j'entends par là, c'est à quel stade de playoff surtout ? C'est dur parce que je me pose plutôt la question à l'envers de à quel moment c'est pas satisfaisant. Parce que comme je disais par rapport à est-ce qu'ils sont pas un peu en avance sur leur timeline et tout, c'est très facile de relativiser la chose et que la saison sera satisfaisante si au final tu te dis t'as fini deuxième de saison régulière, voire même on sait pas s'ils vont pas finir premier en réalité, de l'Ouest en tout cas. On sait pas gros, hein. La série elle est zinzin, strength of schedule. Elle a l'air assez facile aussi. Il peut finir premier de l'Ouest. Il y a un mois. Hein. Ouais, moi je pense qu'Oklahoma on a sous le pied, mine de rien.
Ouais, mais on a sous Tu le pied vois, avec avec un les- Jalen Williams qui revient Justement. et un Shai Shai qui va revenir d'ailleurs. mais qui reviennent de blessure. Ouais, mais c'est en ce sens-là que je dis qu'ils en ont sous le pied, c'est-à-dire que là, concrètement, la saison régulière pour ces équipes-là, elle commence maintenant, tu vois. Surtout pour le Thunder plus que pour les Spurs. Les Spurs en sont là Tu vois, par... je me demande Tu si penses, les Spurs- tu penses pas justement que vu qu'ils vont revenir de blessure, Shea et Jalen Williams, que du coup ils vont pas beaucoup les ménager parce que. Enfin, ils vont justement beaucoup les ménager parce que pas de risque à prendre et que tu finisses deuxième ou premier, quand t'es le senior, tu t'en bats les couilles. Ouais, je pense qu'OKC s'en branle complet de savoir Ouais, que les je Spurs pense. leur passent devant. Je Après, sais tu te pas. dis, si jamais tu dois les taper en finale de conf, t'as pas l'avantage du terrain, et tu C'est penses ça. certainement. Mais... Et je pense que le Thunder a quand même... En fait, là, j'ai l'impression que tout le monde est en train de remettre en question l'hégémonie du Thunder et la domination qu'ils ont affichée pendant les playoffs et là sur leur série de victoires en début de saison. Et je pense que le Thunder a tout intérêt à retaper du poing sur la table avant les playoffs pour dire arrêtez de nous prendre pour une équipe blessée ou une équipe qui a du mal à réenclencher la machine parce qu'en fait on est au-dessus de vous, tu vois, vous êtes des petits enfants par rapport à nous les mecs, tu vois. Ok. Et du coup dans cet intérêt à faire ça, je pense que le Thunder va remettre un coup d'axel sur la fin de la saison, mine de rien. Ok. Je comprendrais. Moi, je mets juste une petite interrogation parce que Shai Gilgeous-Alexander, c'est pas une blessure anodine non plus qu'il a eu, en vrai de vrai. Après, je suis pas médecin, mais c'est pas une Ah bon entorse. Non, je suis pas médecin. Ah merde, je pensais. Ouais, Ah, moi putain, aussi. mais tu savais pas? Bah, même Achille, je pensais que t'étais médecin, frère. Ouais, moi je pensais que t'étais kiné. Mais les gars, j'ai jamais été dans le médical. Ah ouais? Mais ouais. C'est Artus qui est médecin. Ah, ok. putain, Ok. décidément. Ok. Et oui, ça revient toujours. Que du coup, la blessure de Shai Gilgeous-Alexander, c'est pas anodin, c'est quand même une blessure aux abdos. En comparaison, il y a eu la blessure de Paolo Banchero qui était un stade au-dessus en termes de gravité, mais il a mis beaucoup de temps à s'en remettre. Si on prend cet élément de comparaison et tout, c'est microscopique, Ouais. mais je suis quand même curieux de voir comment ça revient quand t'as deux gars qui ont une blessure au milieu de saison, Shai et Jalen Williams, qui sont ton option 1 et ton option 2. Donc, je pense qu'ils auraient intérêt dans la mentalité, oui, je te rejoins, à être en mode nous oubliez pas, nous enterrez pas, les gars. C'est de la saison régulière, on est quand même le Thunder, on est les champions en titre. Après, à l'intérieur et en termes de management, je me demande s'ils seront pas plus en mode en vrai on prend le temps, l'idée c'est les playoffs, on va pas rush maintenant sur la saison régulière. Si les Spurs ils sont en pleine bourre et qu'en plus ils affrontent que des mid-teams, tu sais quoi, vas-y, limite, après je max, mais il y a peut-être un côté presque, fais-leur croire que vas-y en fait ils sont super forts et on verra quand ce sera l'heure de... Je suis plus de cet avis, moi. de- ouais. de- Surtout pour une équipe qui est déjà championne. Mais j'ai envie de juste recentrer un peu le débat là-dessus, parce que c'était Ouais. ça la question à la base. Pour vous, ça serait quoi une saison satisfaisante, prenant en compte le fait qu'ils sont deuxième avec toutes les stats qu'on a données, etc. Un tour et si tu sors au deuxième c'est Denver ou OKC, pas une autre équipe. Ok. Minnesota, moi je trouve ça un peu l'épouvantail quand même. Ouais, c'est l'épouvantail, mais si tu sors face à Minnesota, c'est pas une saison satisfaisante. Pour moi, ça l'est. Pour moi, en fait, tu passes un tour avec avec la saison régulière que tu as faite, ta saison elle est satisfaisante. Alors oui, en playoff, t'auras pas explosé les plafonds et t'auras pas fait ce que tout le monde attendait de toi là aujourd'hui en février après une série de 11 victoires. Mais en fait, si tu te recules un peu, C'est ça. Est-ce que Big les picture. attentes, c'est les attentes qu'on a maintenant quand on entend l'épisode ou les attentes qu'on a début octobre pour la saison des Spurs? pour moi la saison elle est décevante si tu passes pas de tour de playoff. Là, on est Ce par qui là. pour le coup était pas mes attentes en début de saison. Ouais. Mhm. Pour autant, tu passes un tour de playoff et tu te fais sortir en demi de conf par une équipe plus expérimentée ou une équipe qui va te rentrer dans la gueule et te faire comprendre ce que c'est l'intensité playoff. Je pense pas que ce soit décevant en vrai. Oui, de vrai. sachant que tu es sur la saison 1 de ta vraie timeline. Littéralement. Sachant que pour votre information, j'ai noté tous les bilans des Spurs contre les équipes de l'Ouest pour se faire un peu une idée. Déjà, sachez que contre les Clippers, ils n'ont pas encore joué. Ils ont 3 matchs à venir contre les Clippers là Ok. sur le mois et demi à venir. Donc voilà. Mais sachez que contre les Suns, ils sont en négatif. Ok. Ils sont sur une victoire, 2 défaites et il reste un match à jouer. Le premier tour peut être piégeux. Hein. Tu Donc, prends les Suns au C'est pour ça premier que j'ai tour, noté c'est ça. très Je me piégeux, suis dit curieux de voir. Ils Même sont face aux Warriors, ils en ont perdu quelques-uns. contre les Warriors. Mais Ils là, on sont, ils parle sont, d'équipes ils sont, qui vont ils sont être en aussi en 1-2. Mais c'était vraiment 2 défaites en novembre quand il y avait Butler, quoi. Genre vraiment, c'était au tout Ah, début oui, de ok. saison. Donc c'est un peu tronqué. Et pour mettre un peu d'eau dans ton moulin, Achille, vu que t'es un petit boulanger qui fait sa petite Ouais. pâte à pain, Je suis boulanger. contre. Le boulanger. Mais oui, tu savais pas, frère. Mais les gars, mais, À Bayonne. À Bayonne. mais frère. depuis boulanger de Bayonne, Ouais, bébé. Ouais, exactement. T'as eu un retardement. Ouais, celle-là. un peu. Mais pour mettre un peu d'eau dans ton moulin, du coup, sache que contre les. C'est pas dans le vin qu'on met de l'eau? Oh là là. Non, c'est une vraie question.
Non, ça n'a rien Dans à le voir. moulin, ça. C'est deux expressions différentes. Oui. On peut mettre dans l'eau dans le moulin de quelqu'un, Mais mais oui. l'eau dans le vin, on le met dans son vin à soi. Exactement. Oui, et en plus, ça veut pas dire la même chose, les deux trucs. Ouais, rien à voir. Ouais. Ah ouais. L'eau Mais- dans le vin, c'est pour tempérer un peu les propos, tu vois. Ok. Ah alors oui, que ok. dans le moulin, c'est pour Alimenter un peu Exactement. la pensée de quelqu'un. La richesse de la langue française. On pourrait Allez, faire un m'emmerde. podcast hors série. Louis, dis-moi Et parce puis- qu'il m'emmerde, là. On va faire un hors-série là-dessus, c'est faux. Il est en série langue française. Contre les Wolves, ils sont aussi en 1-2. Ok. Voilà, donc en gros, pour la faire simple, à l'ouest, ils sont en négatif contre les Suns, contre qui il reste un match, contre les Warriors, où il reste un match aussi en plus, et c'était une autre version des Warriors. Les Wolves, c'est fini, il n'y a plus de match à venir, et c'est 1-2. Et les Nuggets, ils sont en 1-0, mais il reste 3 matchs, du Ok. coup. Donc tout reste à voir. Et contre le Thunder, évidemment, ils sont en 3-1 cette année, ou je crois, un truc comme ça, voire 4-1, parce que 4-1 parce qu'il y avait le match de NBA voilà, Cup. donc 4-1 contre le Thunder, ça vaut ce que ça vaut, mais on le dit quand même. Voilà. Ok. À surveiller aussi, je l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais De'Aaron Fox, qui je trouve fait une bonne saison, mais qui est pas encore au niveau qu'on peut attendre de De'Aaron Fox, je trouve. Il me manque. Mais est-ce que c'est pas son nouveau rôle aussi? Eh ben, c'est la question que je me pose peut-être, tu vois, mais il me manque. Enfin, Peut-être qu'en playoff, ça va plus se voir aussi. j'ai envie de le voir en playoff là aussi, tu vois, et parce que j'ai besoin de coups d'éclat un peu de De'Aaron Fox, j'ai besoin de le Ouais, voir je suis d'accord. briller, et on le voit pas assez. Il faut, de toute façon, pour que les Spurs passent 2 tours, parce que j'ai l'impression que c'est un peu là où on met le curseur pour vraiment une saison incroyable pour les Spurs. Ah, si t'as un De'Aaron Fox à 18 points, s'il passe D, tu passes pas quoi. Ou alors, il faut vraiment que Stephen Castle soit Ouais, énorme c'est aussi, tu ça. vois. J'ai plus de mal, Ou un même Wemby s'il énorme, est enfin. exceptionnel, j'ai du mal Je suis à d'accord voir un avec mec toi. en saison 2 exploser playoff, en en plus. playoff. Oui, oui, c'est pour ça. En fait, je pense Je suis d'accord. qu'à terme, même très court terme, Stephen Castle sera le lieutenant de Wemby. Ouais, ouais. Mais là, dans cette campagne de playoff là, ils ont besoin que De'Aaron Fox soit vraiment cette option numéro 2 Donc, ouais. qu'ils ont été chercher quand ils ont tradé J'ose pour lui, en espérer fait. que lui, il est dans cette mentalité-là aussi. Et Ouais. qu'il a peut-être, genre, eu un rôle un tout petit peu moins important que ce qu'il aurait pu être en saison régulière, parce que développement des jeunes, et qu'en plus, Blessure aussi. et qu'en plus les Spurs, blessures, et que les Spurs font vraiment partie des équipes qui se partagent le mieux le ballon. Ouais. Où genre tu peux avoir un enchaînement où sur 7 matchs, le meilleur marqueur, c'est un joueur différent à chaque Et fois. puis même le nombre de matchs où ils sont tous à 18 points, tu sais. C'est ça. Des Wemby, Castle, Fox, Ouais. voire même Barnes des fois qui monte, Champagné qui monte. Enfin, il y en a eu plein des matchs où il y en a aucun qui dépasse les 20, mais plein qui dépassent les 10-15, tu vois. C'est ça, et que quand tu vas arriver en money time, dans une série un peu serrée, au premier tour, un match un peu serré, ben si Wemby il est bien défendu ou quoi, dans tous les cas, ta deuxième option, ça doit être De'Aaron Fox. Et à ce Et ça moment-là, le sera, pour moi, je pense. c'est pas Stephen Castle. Et je pense que ça le sera aussi. Et là, c'est le moment où il faudra voir s'il répond présent, quoi. Eh ben écoutez, c'était hyper intéressant de parler des Spurs. Je tiens juste à préciser au cas où qu'on a été hyper pro et on n'a pas du tout regardé la vidéo de Trash Talk qui est sortie cette semaine là-dessus. Et c'est vraiment nos avis à nous, voilà, 100%. Donc c'est de la redite, c'est vraiment du pur hasard. Mais gros bisous à Bastien et Alex qui sont nos pères spirituels. Non? J'aurais pas dit mieux en vérité. Ok. Ouais, Si, complètement. On passe aux Pistons qui sont... Jingle Pistons? Les Détroits. Ouais, j'ai préféré les Spurs. Ouais, Ouais, moi moi aussi. C'était le moins bon jingle. Là, Ouais, c'est de clair. l'émission. Les Pistons, c'est un peu le même cas. Voilà, équipe qui pue la merde, qui maintenant est au top de sa conférence. Tout le monde se dit, est-ce qu'il serait pas contender, etc., etc. On va quand même parler de la stat qui a un peu fait parler cette semaine. La stat du 40-20. Un peu la théorie de Phil Jackson, comme quoi une équipe pardon, Atteint les 40 victoires avant les 20 avant les défaites. 20 défaites a plus de chances d'être champion NBA. C'est le cas, c'est le cas des 40 derniers champions sur les 44 derniers. Donc c'est quand même une sacrée stat. Il y a peu d'équipes dans ce cas-là cette année. Il y a le Thunder, les Spurs, les Pistons. C'est tout. Les Enfin, Celtics, je crois, sont. Peuvent encore toujours les jouer Celtics, encore pour les le Celtics faire. aussi, pardon. Oublie pas, hein. Pardon, Oublie pas c'est- mon équipe. Donc, Putain, quand et- Tatum va revenir et qu'il va gifler tout le monde, quoi. En 6ème homme, gros. Ouais. Et qui va envoyer 22 points par match. Ah là là. On digresse, hein, mais quand même. On digresse. le Ah po- ouais le po- le po- Putain, et décidément, on digresse dans mon moulin, quoi. le podcast Le Cœur Vert à retrouver bientôt avec Achille et Arthur uniquement. Side step Tatum. Juste ça le Et podcast. moi, je parle d'Irvin Cardona, parce que je suis pour Saint-Etienne, et c'est aussi vert. Putain, waouh. Les Pistons, du coup, le 40-20, ils sont dans la course, enfin, vous avez compris. On va aussi donner un peu des stats. Les Pistons sont deuxième meilleure défense de la ligue, donc ils sont juste au-dessus des Spurs. Mhm. Voilà, ils sont pas top 10 attaques, mais Ah, je pensais qu'il l'était, tu vois. ils sont border parce qu'ils sont deuxième net rating. Ok. Donc eux, ils sont au-dessus des Spurs à ce niveau-là. Ils sont à 8,1 points d'écart de moyenne cette saison contre toute la NBA. Donc encore plus convaincant que les Spurs à ce niveau-là. Même question pour commencer, est-ce que les Pistons sont contenders? Est-ce que les Pistons, c'est une équipe qu'on va passer plusieurs tours de playoffs? C'est comme ça que je l'entends, contender, pour des équipes qu'on n'attendait pas à ce niveau-là en début de saison. Je vais te donner la même réponse consensuelle. En vrai, si t'en es là à cette période-là de la saison régulière, t'es le meilleur bilan de la ligue, même en février. Oui, t'es contender.
de fait, en fait, tu vois. Pour le coup, je sais pas pour vous, mais j'aimais beaucoup plus de réserves, bizarrement, sur les Pistons en playoff Ouais, moi aussi, que complètement. les Spurs. On se demande pourquoi. On va y venir après. Toi, Arthur, tu les considères comme des contenders ou pas Pourquoi c'est JB Bickerstaff? On y vient après. Ok. Moi, je les vois contenders pour te répondre. Ouais, j'ai moins de réserves, je pense, que vous, même si je comprends, on en parlera. Contender complètement, et pour une saison réussie, à l'inverse par rapport aux Spurs, pour moi aussi, si tu te fais sortir au deuxième tour, peu importe le match-up, là c'est un échec. Parce que tu peux pas faire une saison régulière avec autant d'impact et de cette stature-là. Même en si fait, tu te fais sortir par les Cavs de James Harden et Donovan Mitchell. Mais du coup, tu te fais pas sortir au deuxième tour par les Cavs, c'est pas possible. Si, on est Ouais, quatrième à si, l'instant ouais, T. mais Bah vous finissez- ouais, mais du coup, j'ai du mal à le croire. Bah là, ouais, ce serait le seul match-up où je serais en mode Ok. c'est chiant. Mais Ah pour ouais, moi, c'est ouais. Même Boston avec Tatum qui revient un peu, ou même, Ouais, bah là, franchement. ou même les Knicks, c'est Bah saison. ouais, même. Sinon, tu finis pas premier de saison régulière avec Donc, autant je d'avance. peux Donc, comprendre. t'as le meilleur. Réussir t'as la le me- saison, c'est ok, t'es finale à de- l'Est, mais t'as le meilleur bilan de la ligue, tu vois ce que je veux dire? Genre, Pour réussir c'est- la saison, c'est finale de conf ou rien, quoi. Ouais. Sinon, c'est un semi-échec quand même. Ok. Bah du coup, transition toute trouvée par rapport à notre ami JB. Est-ce qu'on croit à l'équipe de JB Bickerstaff pour passer plusieurs tours de playoff, en passer au moins 2 et que ce soit satisfaisant? Est-ce qu'on y croit vraiment à ça, les gars? C'est son revenge tour à JB Bickerstaff. Il a l'étiquette du mec qui est capable de te reprendre une franchise, de lui donner une identité et de la faire passer de mid- à mid+, voire juste plus, mais pas aller loin en playoff. Je pense que ça va le faire et que je dis pas qu'ils vont aller en finale NBA non plus, mais je pense qu'en tout cas JB Bickerstaff va pas sauter cet été parce que ce sera catastrophique en playoff, tu vois. Si Non, on prend dans l'option tous les cas, hyper à part si pessimiste. sur le premier tour, il y a peu de chances que ce soit le cas, tu vois. En vrai de vrai. Mais si la question c'est est-ce que JB Bickerstaff va être encore une fois La raison pour laquelle les Pistons ne passent pas un cap, c'est ça que t'allais dire? Ouais, j'ai plus de mal à le verbaliser comme ça. Est-ce que c'est un facteur X? Ouais, parce qu'il a jamais vraiment prouvé qu'il était capable à ce niveau-là. Après, vu la saison régulière que tu fais, l'effectif que tu as à ta disposition et la conjoncture aussi de la conférence Est, pour moi c'est quand même tout droit vers une finale de conf, quoi. JB Bickerstaff ou pas JB Bickerstaff. À mon avis, le problème, c'est pas forcément JB Bickerstaff, mais plus l'effectif pour moi en vérité. Parce que qui t'as derrière Cade Cunningham pour driver ton attaque en fait? Jalen Duren, balle en main, il a montré que ça allait faire. Non mais sérieusement, je veux dire, il y a des mecs qui sont très bons. Dennis Jenkins, il est très bon quand il sort du banc. T'as un Caris LeVert qui joue au basket comme Caris LeVert a toujours joué au basket en vérité, et c'est fiable. Il fait tourner la roue. Quel joueur je vais être ce soir? Est-ce que je suis Michael Jordan ou est-ce que je suis Kobe Brown? C'est un peu ça. C'est juste que ça atteint des limites en playoff quand c'est ton porteur de balle. Et du coup, de surcroît, Cade Cunningham, c'est ton seul vrai porteur de balle et moteur d'attaque, et du coup, tu vas manquer de variété offensive en playoff. On louait ça chez les Spurs, et on disait que les 3 points, c'était la seule faiblesse de leur attaque. Concrètement, les Pistons, ils vont s'appuyer sur quoi en attaque, à part sur Cade Cunningham? Eh ben, c'est Sur 42 minutes de Cade Cunningham qui est juste excellent en playoff. Mais Eh c'est ben, Cade c'est- Cunningham, du coup. Eh ben c'est exactement la même transition que tu me fais par rapport aux Spurs et leur tir à 3 points et leurs limites dans le jeu. Là, c'était pareil. Ce que j'allais vous demander, c'était est-ce qu'ils allaient pas être plus prévisibles que des concurrents à l'Est, même des concurrents moins bien classés comme les Knicks qu'on attend très haut de base, les Cavs qu'on attend très haut de base aussi, donc c'est peut-être pas les meilleurs exemples, mais même que Boston ou même que Philly. Est-ce qu'ils sont pas plus prévisibles que Philly aussi, par exemple? Prévisible dans leur style de jeu? Ouais, en playoff, puisqu'en playoff, ça va quand même être un style de jeu différent, plus demi-terrain et tout. Ce qu'ils font aussi en régulière, les Pistons sont très forts sur son demi-terrain. Mais est-ce Après, il n'y a du coup- pas que ce côté-là du terrain aussi, quoi. Ouais, bien Ils sûr. vont être plus prévisibles en attaque que Philly, ça je te rejoins. Mais juste la défense des Pistons, Bah, elle est élite cette année. ouais, quoi. c'est ça. Mais oui, je vois ce que tu veux dire, ça, c'est limite l'équipe la plus prévisible à l'Est sur le tableau des playoffs. Donc moi, c'est... Si tu sors en fait en demi de conf parce que t'es tombé sur une équipe bien organisée, que Cade il a fait ses stats mais que à côté ça a pas marché, ça a pas pris ses responsabilités, à un moment il va peut-être te gagner une série de playoffs à lui tout seul le entre premier guillemets tour. parce que Ouais, en ouais. vrai c'est pas le cas, mais il va pas t'en gagner 2 ou 3, tu vois. J'aurais bien aimé voir cette itération des Pistons cette année avec un peu plus de joueurs de l'année dernière en vrai. Parce qu'en playoff l'année dernière, il y avait quand même beaucoup de mecs qui ont fait du bien, les Malik Beasley, les Dennis Schroeder, Ouais. même les Tim Hardaway,
qui ont de l'expérience. Bon, ils ont d'autres joueurs expérimentés qui sont venus. Il y a Caris Levert et il y a Duncan Robinson aussi, qu'ils ont récupéré cet hiver. Donc, tu as un peu d'expérience, mais disons qu'en termes de porteur de balle, pour revenir sur ce que tu disais, ça en manque vraiment, quoi. Ouais, je suis d'accord. Sur le point vraiment tactique pur, qui porte la balle, ça va être un problème. Mais après, est-ce que si tu as un usage rate de malade sur ton Cade Cunningham, qui est genre littéralement un des 3 meilleurs point guards de la ligue, est-ce que c'est vraiment un problème si au final tu as été le meilleur bilan de la saison régulière, que tu as tapé tout le monde toute l'année avec Cade Cunningham qui a cet usage-là, parce que c'est pas comme s'ils avaient un mec blessé qui était là toute la saison et qui est plus là, tu vois, c'est que ça a déjà été le cas toute la saison. Pourquoi est-ce que cette équipe continuerait pas à être forte en playoff ? Oui, prévisible, oui, mais prévisible, ils le sont depuis un moment, tu vois ce que je veux dire ? C'est pas pour juste être pas d'accord, c'est juste d'être en mode voir le côté, louer le fait qu'ils soient très forts dans cette disposition-là, et que peut-être à un moment, une équipe, elle a pas besoin de se concentrer sur gommer ses défauts, mais plutôt sur s'appuyer sur ses qualités. Et est-ce que cette mécanique-là va pas leur permettre de juste avoir cet effectif-là qui marche comme ça, et que certes, c'est pas du tout comme ça qu'on peut l'imaginer, on a l'impression que tactiquement ça va poser des problèmes, et où en fait, si ça marche comme ça marche comme ça. Et peut-être que oui, après, quand t'arrives en finale de conf, c'est un autre level, etc. Et qu'il y a aussi la fatigue des matchs qui va beaucoup rentrer en compte à ce moment-là. Mais moi, T'y crois, quoi. Ouais, le côté prévisible, c'est pas le côté qui me fait le plus peur au vu de la saison régulière qu'ils font, sachant qu'ils n'ont pas bénéficié de comment dire, de situations favorables dans plein d'histoires, tu vois, genre ils finissent avec un meilleur bilan qu'OKC, c'est pas non plus comme s'ils étaient juste la meilleure équipe de l'Est, ils sont la meilleure équipe d'NBA. Oui, mais après la saison régulière et les playoffs, c'est pas la même chose. Ouais, je sais, mais moi, là où je suis plus mesuré par rapport à toi, c'est que ce discours-là, je pourrais y adhérer et je l'entends, mais ce discours-là, je l'ai cru pendant 2 ans avec les Cavs, et que je suis désolé. T'es devenu prévisible. T'excuses pas, mec. Ouais, mais je suis quand même vraiment désolé. T'excuses pas, gros. Non, mais les gars, je me rendais pas compte. Excuse-toi. Non, je m'excuserai pas. Les Cavs, et c'était une équipe avec des menaces plus réparties, une équipe différente, certes, mais une équipe qui s'est fait faire déjouer par le Magic, première expérience en playoff à ce moment-là pour eux, tu vois. Alors que t'avais déjà eu ton crash test l'année d'avant contre les Knicks où tu t'étais fait exposed, donc t'as même pas l'excuse. Tu vois, quelques blessures et tout, mais même, en fait, juste l'attaque était prévisible à la mort, alors que t'avais quand même plus de menaces. Donc, du coup, moi, j'ai vraiment peur pour cette Pistons, que suffit qu'ils tombent contre une équipe qui leur rentre dedans et qui rentre dans la bouche de Cade pour qu'au final, l'attaque, ça savent pas trop quoi faire. Et qu'en défense, oui, ils ont toujours une très bonne défense, comme les Cavs à cette époque-là, c'était une défense élite aussi, mais que ça suffise pas, tu vois. Surtout que le souci aussi en playoff d'être prévisible, c'est que en saison régulière, quand tu rencontres une équipe, tu vas peut-être pas la rencontrer tout de suite après dans la saison, tu vois. Alors que les ajustements, ils se font d'un match à l'autre. En playoff, en fait, le match est 2 jours après, t'as eu 3 séances vidéo, du coup, t'arrives avec une toute nouvelle couverture défensive. Si t'es une équipe qui travaille bien, t'arrives avec une toute nouvelle couverture défensive sur Cade Cunningham, et en fait, d'un match à l'autre, il peut passer du rêve au cauchemar. Je suis grave d'accord, moi, c'est vraiment ça. D'ouverture sur le terrain. Et du coup, je vois, là, dans la manière dont vous en parlez, à quel point, du coup, t'es dépendant que de ce mec-là, et où, du coup, si les équipes s'ajustent, et ce sera le cas, il faut que t'aies des deuxièmes options et des troisième options qui portent la balle et qui peuvent le soulager. Et c'est vrai que là, tu les as pas. Sauf si Osar Thompson se transforme en je sais pas qui en playoff, mais j'ai un petit peu du mal à y croire maintenant, quoi. Le côté ajustement, c'est vraiment ça qui est le facteur X plus qu'autre chose pour ces Pistons-là. Et tu parles d'Osar Thompson, en vrai aussi, il y a un côté aussi Pistons qui est le même qu'aux Spurs, c'est qu'il y a un manque criant d'adresse à 3 points quand même. Ouais. L'itération Cade Cunningham, balle en main, Jalen Duren qui fait le taf à l'intérieur avec des shooters élites à côté. Pas la même équipe. Exactement. Mais là, en fait, Osar Thompson, Tobias Harris, Ron Holland, c'est des super joueurs et ils font très bien marcher cette défense de Détroit. Mais il n'y a pas l'adresse à 3 points qu'il faut pour articuler correctement cet axe 1-5 Cade Cunningham, Jalen Duren. 21ème cette année au ranking des équipes à 3 points. Et, voilà, et je me suis trompé, c'est Kevin Huerter qu'ils ont récupéré cet hiver. Robinson était signé cet été, il me semble. Ah, ok. Donc ils ont ajouté Kevin Huerter en plus pour ajouter du shoot, justement. Okay. Bon, c'est pas non plus mettre dedans, quoi. Game changer, mais faut bon, je veux dire, c'est. Faut qu'il joue aussi, parce qu'il a pas trop joué. Il a même pas joué du tout, je crois, depuis. Ou alors vite fait quelques minutes. Bref. Et du coup, même question que pour les Spurs, ça serait quoi pour vous une saison satisfaisante pour eux ? À quel stade en playoff, prenant en compte le fait qu'ils sont premiers de l'Est avec un matelas, quoi. Eux, il n'y a aucun doute qu'ils finiront premiers. Pour moi, satisfaisante, c'est finale de conf. Et j'ai une exigence avec eux de fou, mais c'est pas pareil que les Spurs, parce que ta timeline, c'est pas exactement la même non plus. Non, c'est clair. Que t'es premier de l'Est, que t'es premier de la NBA, que t'es à l'Est aussi. Tu
Tu vois ce que je veux dire? Oui, Genre, t'es pas à l'ouest. Et que pour moi, du coup, si tu fais un premier tour et que tu sors au deuxième, alors oui, si par exemple tu te prends les Cavs qui sont en pleine bourre avec un James Harden avec qui ça a super bien cliqué, t'auras des histoires à raconter et c'est pas non plus la déception du siècle. Mais sur le papier, si tu dézoomes, bah ouais, c'est chiant. Et pour moi, satisfaisant, c'est finale de conf. Et toi, Achille? Moi, je suis quand même plus mesuré. Après, c'est compliqué de se contenter d'un deuxième tour. Quoi qu'il en soit, toute limite qu'on a pointée du doigt, ça va être compliqué de se contenter d'un deuxième tour. Il va falloir que tu arrives en finale de conf pour te dire que la saison elle est réussie. Surtout que leur fenêtre de tir, tu l'as dit, c'est quoi aujourd'hui les Pistons? Parce qu'en fait, la saison elle est un peu tronquée, mine de rien, à l'Est. T'as des Cavs qui ont mis du temps à se mettre en route et qui viennent de rajouter un joueur à leur effectif qui, pour les 2-3 prochaines saisons à venir, change complètement les choses en termes d'ambition, je pense. C'est-à-dire qu'ils peuvent très bien viser le trône à l'Est très rapidement. T'as les Celtics qui vont réintégrer Tatum. Et qui ont déjà été élites sans lui. Complètement. T'as... je voulais parler de qui? J'ai oublié. Bah t'as les Pacers qui ont Tyrese Oui, qui est bon, pas là, mais bon. En vrai, t'as les Pacers aussi, c'est vrai, qui ont complètement dump la saison et qui en fait vont revenir la saison prochaine. Tu les mets où les Pacers par rapport aux Pistons? Donc en fait, le Magic qui chie un peu dans la colle aussi par rapport à ce qu'on attendait. Ouais. Et une campagne entière avec l'avantage du terrain, quand est-ce qu'ils vont retrouver ça? Quand on sait à quel point l'avantage du terrain est important à Détroit, il faut qu'ils maximisent ça aussi, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc ouais, finale de conf, c'est le minimum si tu veux dire que la saison est réussie. Maintenant, après... Tout dépend, les scénarios, etc. Ouais. Quoi. Moi, je serais curieux de voir si les Cavs passent devant les Knicks d'ici la fin de saison, vu que c'est très très serré, j'aimerais bien voir ça. Comme ça, les Knicks potentiellement jouent les Pistons au deuxième tour. J'ai envie de voir la revanche de Knicks-Pistons cette saison. Sachant que les Knicks tout le monde attend qu'ils aillent en finale NBA. Eux, ils n'ont pas l'air forcément sûrs d'y aller non plus quand tu les vois jouer. C'est une bonne équipe et en playoff, on verra ce que ça donne. Mais pour le coup, les Knicks ont les défauts et les qualités des Pistons à l'inverse, je trouve. Ouais, c'est vrai. Et ça peut être une match-up intéressante de ce côté-là. La série de dingue en vrai. Ouais, ce serait génial. Même question pour les Spurs aussi, j'ai un peu fait mes parties en miroir, mais sur quoi vous allez vous concentrer là en fin de saison et en prévision des playoffs sur les Pistons, que ce soit au niveau du jeu, au niveau d'image, peu importe, ça peut être tout et n'importe quoi. Eh ben, ça peut être le crâne de JB. Hein. vu que vous m'avez convaincu sur certains arguments de la dépendance des Pistons à Kate Cunningham, je vais particulièrement observer la répartition des rôles et du scoring, etc. Et surtout de l'utilisation de la balle et de qui porte la balle derrière et comment. Parce que du coup, je suis curieux de voir s'il continue à juste mettre Cunningham dans les meilleures dispositions jusqu'au playoff et continuer à le faire stater de dingue, alors qu'ils ont peut-être pas nécessairement besoin et qu'ils peuvent un peu le ménager jusqu'à la fin de saison, vu le matelas qu'ils se sont fait à l'Est. Du coup, regardez s'ils continuent à mettre Ken Cunningham à fond ou s'ils sont peut-être en train de eux aussi se poser la même question que vous êtes posé et qu'on s'est posé là. Est-ce qu'on responsabilise pas un peu un gars de là. On n'essaye pas de donner le ballon à Ozar Thompson sur certaines séquences, par exemple, voir ce qu'il peut faire avec. Je sais pas à qui, mais tu vois, il y a 2 mois et on est en mode attends, parce qu'il y a ça qui va arriver et en fait, ce serait bien de commencer un petit peu à enclencher la machine. Okay. Donc c'est ça que je vais regarder. Ouais. Et toi, Achille? Moi, ce que je surveille du côté des Pistons, en vrai, c'est. Pas forcément par rapport au playoff et tout, mais il y a un mec aux Pistons, c'est en train de devenir un de mes joueurs de basket préférés en NBA, c'est Ron Holland. Globalement, quand je regarde les Pistons, c'est le mec que j'ai le plus envie de voir jouer parce que. Il dégage un truc. Oh là là, il y a une énergie sur le terrain. Le mec qui rentre, on dirait qu'il va manger tout le monde, on dirait qu'il va manger le ballon. Les stats, elles sont pas encore là, mais je trouve qu'il y a un potentiel intriguant. Tu sais pas où est le plafond du mec. T'as l'impression que dans 4 ans, il peut être sorti de la ligue et d'être devenu un no-name, comme être devenu la 3e, 4e option d'une équipe championne, en fait. Donc, c'est pas forcément là, tout de suite, maintenant, ce qui va définir la performance des Pistons en playoff. Mais Ron Holland, quand il est sur un terrain de basket, je regarde. Ouais. C'est vraiment Pistons compatible à la mort et JB compatible à la mort aussi. Hein. Et j'aimerais beaucoup qu'il développe un shoot, quand même, parce que ça le ferait changer de dimension. Tu le vois comme un facteur X, même... Pour selon que ce soit sa 2e saison NBA, je veux dire en playoff là. Ouais. Ok. Ouais, je le vois comme un facteur X juste par rapport à la défense qui l'amène en fait. Parce qu'en fait, s'il faut, tu tapes. T'as Donovan Mitchell qui se tape ce mec pendant toute une série. Peut-être qu'il joue pas aussi, mais il n'arrive pas à déployer son jeu offensif de la bonne manière. Pareil pour un Derrick White ou un Jaylen Brown, tu vois. Parce que Ronald Holland, j'allais dire, puisqu'il s'appelle comme ça, mais Ron Holland, quand il rentre sur le terrain.
Ce qu'il fait, c'est qu'il prend le meilleur extérieur adverse et que son seul but, c'est lui pourrir la Et vie le le meilleur plus extérieur possible, adverse tu qui passe de Ozar Thompson à Ron Holland, vois. Ouais, en plus. c'est infernal en vrai. Donc Ron Holland, merci pour ce que tu fais et très hâte de voir la carrière aussi. Comme ça, petite question que j'improvise aussi par rapport aux Pistons, sachant qu'ils vont jouer une équipe qui sortira du play-in forcément. Vous savez, c'est qui les deux équipes qui sont dans le play-in contre qui ils ont le plus galéré en termes de bilan? Ah, les deux équipes qui sont dans le play-in actuellement, Exactement. et que pendant l'année, ils ont fait les Charlotte, bons je pense, résultats. parce qu'ils les ont. Ouais. Charlotte les a battus il y a pas longtemps, en plus, je crois. Ah. Miami. Ouais, c'est Miami et Orlando, ils sont à 1 partout contre le Heat et il reste un match à jouer. Et contre le Magic, ils sont à 1 partout, il reste 2 matchs à jouer. J'ai curieux de voir ça par contre, du coup, Ah, le Heat, ouais. face au Magic, pardon. Parce qu'en plus, le Magic revient bien en ce moment. Ouais, Donc, je très serais très curieux de curieux voir aussi. ça, parce que ça pourrait littéralement être le premier tour en plus. Ouais, c'est clair. Mais Le Heat Magic, le Pistons Magic premier tour, ça va se rentrer dedans. ouais, c'est clair. Si ça arrive. Mais là, par rapport aux autres équipes de l'Est, c'est moins significatif que les Spurs parce qu'ils ont quand même beaucoup de matchs à jouer. Il reste 2 matchs contre Philly, 2 matchs contre les Raptors, 2 matchs contre les Cavs, dont un ce soir où il y a la moitié des Cavs qui sont absents, donc ça vaut ce que ça vaut. Mais par contre, ils sont en 3-1 contre les Celtics. Pareil, ça vaut ce que ça vaut par rapport à un potentiel retour de Tatum. Mais par contre, contre les Knicks, les gars, 3-0 sur l'année, sweep. Ah ouais. Donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Dont il y a pas longtemps, là, une perf de Kate Cunningham Ouais. au Garden, 42 Incroyable. points, 13 passes d'ess, il leur fait la chanson tout le match. Donc c'est pour ça que cette série, elle est très intrigante parce que les Knicks vont forcément être revanchards Mais de pour ça. le coup, c'est limite la meilleure match-up pour les Pistons à l'Est, c'est les Knicks. Hein. Ah ouais? Bah, je trouve. Hein. En fait, c'est Parmi les l'équipe grosses qui a- équipes, tu veux dire? Ouais. Oui, parmi Oui. Sans parler du Oui. premier tour, tu vois. Mais parmi les contenders, c'est les mecs qui ont eu le plus de mal à ralentir Cade. C'est les gars qui ont le plus de faiblesses qui collent avec les qualités Ouais, des c'est vrai. Pistons, entre Je vois ce que guillemets. tu veux dire. Moi, et je pense c'est quand vrai. même, t'es les Pistons, tu préfères prendre les Celtics que prendre les Knicks. Ah, je suis pas sûr. Moi, je pense que si, parce que même si là, on fait une super saison, etc., et qu'on est très très fort, on parle du retour de Tatum parce que ça nous hype de malade. Il y a quand même une... Je te dis la vérité. On a le prisme hyper optimiste du retour de Tatum, que le mec va être ready pour les playoffs correctement, tu vois. Après, même sans le retour de Exactement Tatum, ce que j'allais dire. Même sans le retour de Tatum, mais- tu préfères prendre là, t'es Détroit, tu préfères prendre Boston sans Tatum que New York pour un tour de playoff. oui. Franchement, ouais. Waouh. Mais mec, il y a aussi un truc de, comme je disais tout à l'heure pour les Spurs, l'expérience en fait. C'est que les Celtics, ils vont se ramener en Ils playoff. connaissent trop le chemin, frère. Ils vont dire ça se passe comme ça ici. Mon grand, tu vas t'asseoir, tu vas me regarder faire parce qu'en fait, c'est comme ça que ça se passe en playoff. Ouais, je suis corda, Tu mais vois, c'est la comme recette, ça. toi, tu la Ouais, mais connais c'est pas, et comme moi, ça je que l'ai. ça se passe dans l'effectif. C'est comme ça que ça se passe. T'as Derrick White, Jalen Brown qui le disent, quoi, et Peyton Pritchard. Dans l'effectif des Celtics qui allait loin et qui a de Et Joe l'expérience. Mazzulla quand même aussi. Oui, et Joe Mazzulla pour Tu coaching, oui, je suis corda, mais c'est. Enfin, Et t'as quand même des mecs sur le banc qui, ok, ont pas beaucoup joué, mais ils en ont vécu des campagnes de playoff. Les Jordan Walsh, ils ont vu comment on faisait Ouais. aussi, tu vois. Ouais, ça compte de ouf. Alors que New York, ils ont aucune idée de comment ça se passe en playoff, mon gars. bah, ils y sont allés aussi. Oui, mais ils ont rien fait. Détroit, tu veux dire? Non, New York, par rapport à si tu préfères prendre New York ou Ah, Boston. ok, pardon, j'avais pas compris. À chaque fois, New York, ça a fait pchit en playoff. Ouais, Et ça parce fait qu'ils sont pchit, pas mais- prêts pour ces moments-là. Les Celtics, t'arrives en playoff, c'est une autre équipe Je te aussi. capte sur le côté mental, je vois ce que tu veux dire. En vrai, je te rejoins aussi, mais sur le côté match-up pur, je considère quand même que si t'es Détroit, tu préfères voir arriver cette équipe-là des Celtics avec quand même un roster beaucoup moins profond et objectivement moins talentueux que le roster des Knicks aujourd'hui, tu vois. Peut-être qu'on sous-estime un peu les Knicks Peut-être. aussi. Il y a moyen, parce que c'est vrai que c'est une équipe qui a fait finale de conf l'année dernière. Voilà, et ils font une saison qui est particulière et tout. Moi, j'attends de voir quand même leur gueule en playoff. Enfin, t'as beau avoir une super défense sur les lignes extérieures, Jalen Brunson, il te casse les couilles en playoff, hein, même si t'es les Pistons. Ça, c'est sûr. Après, c'est le cas si t'as Derrick White et tout, mais je suis quand même... je préfère- Il aura fait enfin, mal en plus l'année dernière, Brunson. Hein. La Ouais, série ouais. qu'il fait contre les Pistons, elle ouais, est sérieuse. Et en plus, t'as le passif, tu vois, qui va avec. T'affrontes les Knicks, t'es revanchard, mais t'as perdu en 7. Après, en plus, la gueule de la série... En plus. qui aurait vraiment pu tourner dans l'autre Oui. sens aussi, mais bon. Et toi, juste Louis, pour toi, c'est quoi, et pour les Spurs et pour les Pistons, une saison satisfaisante pour les deux équipes? Pour les Spurs, disons que j'ai une fourchette assez large. Pour moi, il faut passer un tour, c'est certain. Et après, selon contre qui tu tombes au deuxième tour, un peu comme ce que tu as dit, au final... T'as des histoires à raconter en fonction Ouais, c'est ça, faut voir. Vraiment, faut voir, mais... ouais, un deuxième tour accrocheur contre une équipe qui connaît le chemin, comme Denver, par exemple, ce serait satisfaisant. Un deuxième tour contre, je sais pas, même les Wolves, pour l'exemple d'Achille, peu plus chiant. où tu te fais aussi accrocher.
pareil, je pourrais le comprendre et tout, ça reste une équipe expérimentée, Minnesota, mais je serais un peu déçu quand même, tu vois. Là où les Pistons, je me rapproche plus de ton avis aussi. J'ai l'exigence de vouloir les voir aller en finale de conf parce qu'ils font une super saison régulière, parce qu'ils ont quand même roulé sur leurs concurrents directs. On l'a vu, hein, les Knicks et les Celtics en saison régulière, ça n'a pas fait un pli. Donc j'aimerais voir ça, mais j'y crois moyen, quoi. Si je suis sincère, je crois beaucoup plus aux Spurs finale de conf, malgré le fait que le chemin est plus dur, qu'aux Pistons finale de conf. Moi aussi, en vrai. Hein. Mais du coup, on est d'accord que pour les Pistons, t'as envie de les voir aller en finale de conf, mais tu te dis qu'ils vont pas sortir avant, mais du coup, s'ils sortent avant finale de conf, c'est une déception pour toi. Et c'est une saison ratée. Ouais, je pense que je serais déçu si de les voir sortir avant. Ok. À part si c'est contre les Cavs où je serais très content, mais si je suis très objectif, même si je suis un observateur de NBA et que je les vois sortir contre les Cavs, je pourrais l'expliquer, mais je serais quand même assez déçu, tu vois. Okay. En vrai de vrai. Après, globalement, l'avenir est radieux pour les deux franchises. Hein. Oui, clairement. Tout est en leur possession pour bien travailler et continuer à faire partie du top 3 de chaque conférence, en fait. Tiens, si on met une pièce maintenant... Les Spurs. Non, il y aura une finale NBA Spurs, j'espère pas. 2005, je crois. 2004 ou 2005, il me semble. Ok. C'est curieux de savoir, parce qu'en fait, là, on a envie de dire oui. Mais s'il faut, on n'aura jamais du tout. Peut-être qu'on n'aura jamais. Pourquoi pas. Mais j'ai du mal à le voir, mais pourquoi pas en vrai. Franchement, ça serait une bête de finale. Hein. Ouais. Là, dans 3-4 ans, là, même dans 6 mois. Pourquoi pas. Chaud. Ouais. Moi, je pense qu'il n'y en aura pas. Après, les finales dans 6 mois, ça veut dire des finales NBA en septembre. Ouais, c'est ça. La finale de... Il faudrait qu'il se soit passé une dinguerie en vrai de vrai. Pour que les finales soient en septembre. Je joue Adam Silver et genre annuler ses changements de règles sur le tanking et qu'il ait juste changé les dates des playoffs. C'est ça serait un truc de fou en vrai. Ce chef, c'est ce qu'il fait. On va passer à Arthur et aux ajouts malins de la trade deadline. Effectivement, les gars, je voulais vous parler de la deadline. Est-ce que quelqu'un peut me lancer un petit jingle deadline ? C'est les ajouts de la deadline. C'est les ajouts de la deadline. Je pense qu'il est pas mal celui-là en termes de niveau. N'hésitez pas à faire une tier list des jingles dans les commentaires. L'épisode. Ouais, ou de donner des vrais avis d'ailleurs basketball. C'est peut-être notamment sur les Pistons et les Spurs. Nous dire si vous voyez une finale Spurs-Pistons bientôt en NBA. Absolument. N'hésitez pas à le dire. Donc les gars, moi je voulais revenir un petit peu sur tout ce qui s'était passé en termes de trade. Pas forcément revenir sur absolument tous les ajouts parce que comme chaque hiver, il y en a quand même qui sont très peu signifiants. En revanche, j'aurais aimé commencer avec vous par un petit débat sur les Cavs version 2026, les Cavs version Playoff 2026, et à quel point les ajouts, pour rappel, qui ont été de James Harden, Dennis Schroeder et Keon Ellis contre juste le départ quasiment de Garland et Hunter. De Garland et de Hunter, et c'est vrai qu'il n'y a rien eu d'autre, à quel point l'équipe a changé et à quel point vous les voyez meilleurs ou moins bons, ou quels sont les points d'interrogation que vous avez respectivement. Je commence par Achille, et après Louis, tu nous donneras un avis de fan en plus, parce que Let's go, parce qu'on sait que t'es complètement fan. Bah, je pense que les Cavs ne pouvaient pas faire une meilleure deadline que ce qu'ils ont fait en vrai. Ils ont coché toutes les cases. Les Cavs. Ils ont coché toutes les cases. Bien. Ils ont ramené du talent tout de suite. Du talent. Pardon. C'est vraiment bien. Ils ont ramené du talent tout de suite, ils ont ramené de la défense et ils ont ramené un mec comme Dennis Schroeder qui mine de rien est toujours, a toujours un apport assez intéressant en play-off partout où il est passé et quand il les a joués. Et du coup, les Cavs, je trouve, c'est l'équipe qui a le mieux réussi la trade deadline. Donc plus scary maintenant qu'avant. Complètement. Ok. Complètement. Juste, en plus, quand tu vois la manière dont Jarrett Allen profite de l'arrivée de James Harden aussi. D'ailleurs, James Harden a une take marrante. La quote, elle est marrante, ouais. Où il a dit qu'il pensait pas que Jarrett Allen était aussi fort au basket, en gros. Donc l'équipe, elle est meilleure qu'avant, elle fait plus peur qu'avant. Et je pense même que aujourd'hui, t'as moins envie de te prendre les Cavs qu'il y a encore 2 mois, quoi. Ouais, sur ça, je suis. En playoff, j'entends. Sur ça, je suis d'accord. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit globalement. Le seul point d'interrogation, c'est la santé de cette équipe, de toute façon. Et ça, c'est soit chiant que ce soit toujours la constante malgré les changements et les ajouts, etc. C'est un peu relou, encore plus en tant que fan. Donc à voir, c'est mon seul point d'interrogation. Parce qu'en termes de niveau et de plafond, il y a toujours aussi un point d'interrogation. On ne sait pas jusqu'où cette équipe peut vraiment aller. Mais c'est une équipe, et je pense pas être biaisé quand je dis ça,
qui n'a peur de personne à l'Est à 100%. Ah ouais, mais là c'est obvious. Et ça, c'est quand même une grosse différence par rapport à il y a encore un mois. C'était pas le cas avant. Hein. Oui, non, c'est clair. Donc ouais, je suis très très curieux, très excité de voir la suite, pardon. Ils ont quand même très vite gommé les interrogations qu'on avait au moment de la deadline avant que les premiers matchs aient lieu, où on était en mode, mais attends... L'intégration de James Harden, c'était quand même beaucoup d'avis qu'il y avait. Hein. Les gens étaient hyper hypés de son arrivée par rapport au gros nom, au nom ronflant et au fait que ce mec-là est un top joueur NBA. Mais il y avait quand même une petite question qui était légitime, je trouve, de se demander par rapport à l'intégration sportive du gars dans un effectif qui existe déjà, avec un Donovan Mitchell qui porte beaucoup la balle. Là, on a eu quoi ? On a eu 6 matchs depuis 7 matchs ? Un peu plus, ouais. Un peu plus. 6-8 matchs. Ces interrogations-là, ça y est. Ouais. James Harden en lieutenant, c'est bon. J'ai surtout l'impression que les premiers retours étaient sur le fait d'abandonner Garland aussi vite. Ouais, il y avait le côté il y avait de l'émotion. Je pense qu'on pouvait se douter que offensivement ça allait cliquer, même si je comprenais les petites réserves, mais c'est quand même une équipe qui tourne bien tactiquement, qui est bien coachée. T'as des mecs qui sont pas trop dans l'ego. J'ai pas l'impression que Donovan Mitchell soit un mec très ego first, mine de rien. Non. J'ai pas l'impression que Jarrett Allen soit le cas non plus. De toute façon, il peut pas l'être parce qu'il a pas le niveau pour. Mais moi j'avais plus de réserves en défense et pour le coup je trouve qu'ils font un super bon taf parce que au lieu de le laisser off-ball et pas le responsabiliser, ils mettent James Harden dans des positions où il défend pas le premier porteur de balle, mais il va souvent défendre le deuxième, ce qui permet de le garder concerné tout le long de l'action, alors que quand tu le mets off-ball sur un mec à l'aile, il va très vite s'oublier et prendre un backdoor dans le dos ou quelque chose comme ça, et je trouve qu'il fait les efforts pour. Ouais, ça va après, en termes de stats, il y a toujours des trucs à trouver quand les deux sont ensemble sur le terrain en défense ou en termes de net rating et tout, c'est toujours pas dingue, mais tu compenses de ouf en fait avec des Keon Ellis et des Schroeder qui apportent un second souffle même en défense. Moi, Schroeder m'impressionne défensivement. Je connaissais son apport offensivement, j'avoue que je pensais pas qu'il se mettait le cul par terre comme ça en défense sur les porteurs de balles dès la remise en jeu, etc. Donc agréablement surpris à ce niveau-là, et du coup ça compense pas mal parce qu'il y a quand même beaucoup de line-up où il y a Harden sans Mitchell et Mitchell sans Harden, et où tu as constamment Schroeder et Ellis à côté, ou l'un des deux aussi, et où du coup tu compenses quand même beaucoup avec ça. Même Tyson du coup qui est le vrai facteur X de la saison et qui défensivement est vraiment très très bon et un putain de dog en fait juste. Donc ouais, encore une fois juste curieux, plus qu'autre chose, curieux de voir en play-off comment ça se matérialise défensivement surtout. À titre personnel, pour moi, c'est vraiment l'équipe que je vais la plus surveiller sur les dernières rencontres là, de la saison. Parce que c'est un peu logique, puisque c'est celle où il y a le plus de nouveautés, mais où j'ai vraiment très hâte de voir ce que ça va donner jusqu'à début avril. Un peu deck des blessures du coup, quoi. Ouais. Malgré tout, ça reste, c'est des mecs qui vont jouer, mais Harden qui s'est fracturé le pouce et Keon Ellis qui s'est fracturé l'index. Pareil, pour des mecs qui sont jamais blessés, c'est juste un peu fatigant, mais moi, c'est vrai que ça dépend dans combien de temps Harden y revient. Ça coupe quand même un peu l'excitation qu'il y avait, où vraiment t'avais la victoire un peu contre les Knicks qui était ta victoire référence de la saison, avec tout le monde qui est bon, etc. Sur une belle série en plus. Excellente série et tout, du coup c'est un peu dommage ces blessures-là. Je pense pas que ça va non plus enrayer la série en cours et qu'on va plonger, tu vois. Mais du coup ça freine un petit peu quand même, et ça c'est un peu regrettable. Tu perds un peu de temps. Ouais, voilà, c'est ça. ça. Au complet, quoi. C'est un peu dommage, mais bon, ça reste cool et ça reste pas des blessures. Normalement, je touche du bois avec cette équipe qui vont peser de ouf. Pour le coup, j'ai l'impression que nos attentes, je sais pas pour vous, mais moi, mes attentes sont moins élevées que sur les Pistons, dans le sens où je pense que l'équipe, elle sera plus à même d'être jugée avec un training camp dans les pattes, avec de l'expérience ensemble sur le terrain. Ça m'étonnerait pas qu'ils soient un peu en deçà de ce qu'on les attend en play-off, à cause de ça justement, à cause du fait qu'ils n'ont pas tant d'expérience collective ensemble. Ouais. Ok. Donc moi je les attends plus sur la saison prochaine, hâte de voir ce qu'ils vont donner, hein, et si ça se trouve ils vont me faire mentir, mais je sais pas je sais pas si la fenêtre est un peu courte pour cette saison-là. Mais on est d'accord que malgré tout, et même si l'équipe a changé, c'était les attentes sur les Cavs en début de saison, sans parler de finale NBA, mais c'est finale de conf minimum. Ah ouais. Désolé, mais... en fait, pour moi, c'était finale de conf minimum avec le groupe inchangé qui était là en place depuis 4 ans avec ce projet autour de Mitchell Garland. Maintenant que tu as ramené James Harden et que tu as un peu changé de timeline, peut-être pas... T'as pas changé de timeline, mais concrètement, t'as changé l'équipe, t'as changé l'expérience collective, le vécu commun qu'elle a, tu vois. Et du coup, mes attentes sont
revu un peu à la baisse avec l'arrivée d'Harden, ce qui est un peu antinomique parce qu'au final c'est un mec qui te fait progresser. Oui, parce que toi tu penses que le moment où ils seront vraiment plus contenders, C'est les playoffs de l'année prochaine. Disons que C'est ça. t'as plus de patience en fait, c'est surtout C'est ça. ça. Ils ont gagné du temps et de la patience auprès Complètement. du grand public, mais en termes de résultats, tu dois quand même passer ces 2 putains de tours de playoff. Parce que t'es le front office des Cavs, tu ramènes James Harden, tu fais tous C'est les final trades de là, conf, gros. tu sors au deuxième tour, t'es pas en mode on est patient pour la saison Ah prochaine. non, peu t'as importe le contre qui boucan, tu sors. Peu importe contre qui tu sors, tu vas dire oui, non, tu vas avoir la communication de on a encore du temps et ils vont dire ce que tu dis là pour se défendre, mais malgré tout, ce sera un putain d'échec. Voilà, en termes de supporters, t'es dégoûté, mais tu peux peut-être un peu relativiser en te disant, c'est pas comme ce que tu dis, tu vois, c'est la saison prochaine. Le front office, ils font pas le move de James Harden en se disant, bon, on voit cette saison et peut-être ça clique la saison prochaine. Je pense qu'ils sont vraiment en mode, c'est là, tu vois. Ouais, clairement. Sachant que James Harden est un joueur où t'es patient parce que t'as le truc de l'expérience collective, mais James Harden, il a pas 24 ans non plus, quoi. Oui, mais il fait quand même l'affaire pour les 2-3 prochaines saisons, tu vois. Oui, je t'entends. Je pense que ça serait une énorme bêtise parce que là, cette saison, tu sors deuxième tour, de tout de suite se dire c'est une erreur d'avoir ramené James Harden. Non, mais pas le cas. ça, personne ne se dira ça, mais c'est juste. Mais ce sera une saison déceptive. Ouais, parce que tu fais des moves qui au final te font pas passer un step. Parce que tu ramènes James Harden, tu sors au deuxième tour, t'avais pas besoin de ramener James Harden pour sortir au deuxième on tour. va quand même un peu tirer à la gueule en mode ben voilà, c'est toujours pareil, en fait c'est juste une équipe de choker, peu importe. Après, ça dépend comment vous les jugez, encore une fois. Moi, je les juge pas forcément sur cette campagne de playoff là. Après, peut-être que je suis trop gentil ou. Je pense. Mais du coup, à l'Est, en vrai, t'attends personne, Loki. C'est du coup, parce que du coup, les Pistons, c'est pas. Les Pistons, c'est pas décevant s'ils passent un tour, ça va. Les Cavs, ils passent un tour, ça va. Donc en fait, les Celtics, les Celtics, au final, tu penses pareil, j'imagine qu'au final, si on sort au deuxième tour, c'est pas si grave. Ouais. Donc en fait, t'as qui? T'as les Knicks et les Sixers. Les Hornets, en vrai. Et Artus aussi. Et Artus. Ok. Très curieux du coup. J'aimerais vous poser juste une dernière question pour conclure du coup cette petite chronique. Vous, quel est l'ajout, Loki ou pas Loki d'ailleurs, qui vous fait le plus cliquer sur cette fin de saison? Que vous pouvez parler soit d'une franchise qui a eu plusieurs ajouts, soit d'un joueur qui arrive dans une franchise et qui maintenant, quand je dis cliquer, j'entends juste attise votre curiosité. L'ajout de Jonathan Kuminga, j'ai très mal dit son nom d'ailleurs, Jonathan, ouais, c'est pas grave, l'ajout de Kuminga à Atlanta m'intrigue pas mal, mine de rien. Là, il est revenu, il a joué 2 matchs avec les Hawks, c'est 2 matchs contre les Wizards, hein, donc on va pas non plus s'exciter, mais en 2 matchs, il pose 22 points, 8 rebonds, 4 passes, 3,5 passes. Et en fait, le potentiel... J'ai envie de voir Kuminga à côté de Jalen Johnson, en fait. J'ai envie de voir ce que ça peut donner. J'ai envie de voir ce qu'un Kuminga enfin libéré d'un poids qu'il avait chez les Warriors, ce qu'il peut donner dans une équipe qui lui fait confiance, qui a envie de bâtir avec lui et de le compter dans le projet. Donc c'est pas l'ajout... c'est un ajout qui va me faire cliquer peut-être même à moyen terme, dans le sens où Kuminga aux Hawks, qu'est-ce que ça peut donner ? Pour lequel t'as le plus d'excitation. Ouais. Branchez-vous le 22 mars, 1h du matin, Hawks Warriors. Je pense qu'il faudra regarder ce match-là parce que Kuminga, à mon avis, va arriver le couteau entre les dents. C'est où ? Et c'est à Atlanta. Mais ça reste revanchère, oui, non, clairement. Je suis d'accord avec toi, c'est hyper excitant, c'est un joueur que j'aime bien, Kuminga aussi. Content pour lui en vrai. Ouais, de ouf. Le gars, ça fait 3 ans qu'il avait pris du ferme, quoi. Enfin, genre, mais la seule réserve que j'ai, c'est par rapport au fit qui peut-être à terme va poser problème. Mais là. Amuse-toi maintenant. Voilà, c'est basket ça. Un peu, ça là, on a juste envie de le voir kiffer, donc je rejoins Achille là-dessus. Moi, ma tech, elle va un peu vous surprendre et vous amuser, je pense. Mais vite Créchy à Atlanta. C'est à Portland. Ouais, qui est parti d'Atlanta. Non, mais moi je voulais parler des Bucks. Okay. Premier degré, au-delà de Ousmane Dieng, ça en fait partie malgré tout. Le Ousmane Dieng et Cam Thomas me fait marrer. Leurs 5 majeurs me fait marrer. C'est vrai que les 5 majeurs qu'ils alignent en ce moment, c'est Kevin Porter Jr., Kyle Kuzma, Cam Thomas, Bobby Portis parfois aussi qui voit un peu le parquet. Miles Turner, et Cam Thomas alors qu'ils sont repris de justice, mon gars. Du coup, cette équipe, alors qu'elle joue pas grand chose, mais je sais pas, en fait, il m'amuse plus qu'autre chose. Du coup, en termes de pur divertissement, j'aime bien voir Ousmane Dieng prendre des catch and shoot. J'aime bien voir Cam Thomas catch fire et Yanis qui est content sur le banc de voir ça. Ça a aucun sens, mais c'est drôle du coup. Voilà. Et toi, Arthur, t'as un petit joueur, un petit ajout, une petite équipe ? J'en ai 2. Un dont je veux quand même parler, mais qui est pas du tout Loki, qui est juste l'ajout de Jared McCain pour une canette de vodka tropicale et des bonbons finis. Le paquet, il n'y a plus rien dedans, genre. Non, ouais, c'est juste le paquet. et qui a été ramené à OKC, qui a montré que c'était juste littéralement un move qui avait
aucun sens et que juste ils ont fait un ajout de Et dingue. même la manière dont il est utilisé. Hein. C'est parfait. Il est responsabilisé alors qu'à Philly, ça le voyait déjà comme un catch and shooter qui Vraiment, va c'est- regarder Tyrese Maxey jouer et attendre C'était un vas-y, lui, là, ça devient juste un un, peu. Hein. ouais, un C'est mec. bizarre, hein. Ouais, c'est chelou. Et là, il arrive, des fois, il drive des attaques, il y a des écrans qui sont posés pour lui, balle en main, et ça a l'air de lui plaire en plus. Il y a eu 2-3 images avec Marc Daigneault où Marc Daigneault est vraiment en mode vas-y, donne plus. C'était ce profil-là qui leur manquait sur leur banc. Ouais. Il leur manquait un petit truc sur leur banc qui est déjà incroyable. C'était un mec comme ça, Ouais. et ils ont réussi à le choper. En plus, il est tout jeune et revanchard. Bref, c'est vraiment exceptionnel pour eux. 8 matchs, 12 points, 44% à 3 points. C'est nimp. Hein. Intégration folle et je suis vraiment curieux de voir Je Paris suis- la saison prochaine. Même en playoff, je suis sûr qu'il va faire des différences. C'est Ouais, certain c'est qu'il sûr. y a des matchs à mettre des shoots trop importants et tout. C'est obligé. Et si je dois répondre de qui me fait cliquer, et je reprends un peu l'avis de maintenant et surtout a posteriori, c'est quand même Bénédicte Mathurin Ok. qui avait Mathurin, s'il te plaît. Bénédicte Mathurin, sorry. Désolé. Qui du coup, on savait qu'il allait finir par partir des Pacers. Moi, ça fait longtemps que j'aime bien ce joueur et je suis content de le voir atterrir dans ces Clippers-là. Pas nécessairement à Los Angeles, mais dans ces Clippers-là, parce que ça va être total feu vert pour lui. Et je pense que pour sa progression individuelle, Ouais, c'est top. ça enlève toutes les barrières qu'il était obligé d'avoir à Indiana parce qu'on lui demandait d'avoir un rôle, qu'il acceptait puisque tu as une équipe qui va en finale NBA l'année dernière et qui sort en 7. Mais voilà, Bénédicte Mathurin en Clippers. Là, cette fin de saison, je regarde parce que du coup, c'est marrant parce que c'est juste la deuxième option. Et la saison prochaine, je suis curieux de voir parce que l'association avec Darius Garland me hype un peu et comme j'aime le joueur, je vais cliquer dessus. Alors, Futur, voilà, petit clic. moi aussi, clairement. Futur All-Star, Bénédicte Mathurin ou pas? Ah, c'est une bonne question. Il a bien la gueule pour. Je en vrai. désenvisage pas le Non, mais là, c'est trop- c'est quoi cette une réponse sélection All-Star. Ah non, mais c'est dur de dire aujourd'hui Bénédicte Mathurin sera 3 fois All-Star dans sa Non, carrière. mais mouille-toi. je sais Futur pas, All-Star ou pas, Bénédicte Ah oui, ah Mathurin non, mouille-toi. Allez. Futur top 10 all-time à son poste. Ok, d'accord. Moi, je pense Futur All-Star. Ouais, moi aussi. Ouais, ok, moi aussi je le dis. J'ai envie d'y Mais croire. genre, je le dis, mais pour moi, c'est genre un gars qui va avoir une sélection All-Star sur sa meilleure saison, tu vois. Ok. Ok. Voilà. Ok. Toujours mieux que Teddy Warren. Elle est gratuite en vrai. Ouais, il a rien demandé. Qui ça Teddy Warren. Teddy Teddy Warren. Teddy Warren. J'ai vraiment compris Teddy Warren. Le mec qui fait du judo là. Ouais. Teddy Warren qui habite sûrement à Tourcoing. Ouais. C'est vraiment un prénom de C'est mec tellement qui vrai, habite à putain. Tourcoing. Dédicace à toi, Teddy, si tu nous écoutes, depuis Tourcoing. Avec Artus. Allez, Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce deuxième épisode de Sans Plug. c'était un super épisode On a et été- je pense qu'on a tenu moins longtemps. On a été super éclectique et il a duré moins longtemps, effectivement. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté ce deuxième Merci épisode. beaucoup. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On met plein de petits extraits. On envoie pas mal d'extraits des podcasts qu'on monte super bien en plus, donc ça nous ferait plaisir que vous les voyez. On est partout, Insta, TikTok, YouTube, et ci, et ça, Exactement. et ça, partout, et ça, ici, et ça, ici, et ça. J'arrête. Ouais. Ok. Puis laissez un like, un petit commentaire si le cœur vous en dit. Et On t'embrasse, Artus. Merci beaucoup pour la force. Bisous Artus. à la semaine prochaine pour l'épisode 3.